Petite présentation de Senon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Senon. Senon est une ville de 23 000 habitants, principale ville de la rive droite. Une ville qui, sur son territoire, dispose de 50% de logements sociaux, voire très sociaux. Une ville très dynamique, avec 400 associations, 9 000 personnes qui sont membres d'associations sur 23 000. Vous voyez le rapport, c'est donc très très important. Une ville qui a sur son territoire 53 nationalités différentes. Alors, ça nous a aussi donné l'idée sur le plan culturel de concrétiser cette diversité par un lieu qui est devenu un lieu véritablement magique sur le plan de la culture, un véritable carrefour qui, avec ses 3 salles, animées par Patrick Duval, musique de nuit, avec pratiquement une centaine de concerts à l'année, près de 100 000 personnes qui sont venues dès la première année, 2 ans d'ouverture, un très bon fonctionnement, un véritable succès, et puis un succès au-delà, un succès populaire, mais aussi une très grosse participation des habitants de la commune, voire de toute l'Aquitaine d'ailleurs, puisque maintenant on draine. Voilà, alors merci à cette initiative qui a vu choisir ce nom. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent débat. Merci Monsieur le maire pour cet accueil. Bonsoir à tous. Je suis Benoît Lasserre de Sud-Ouest. Donc Sud-Ouest qui, depuis, ça fait combien, 2 ans, Fabienne, 2 ans, oui, a lancé avec le Conseil de développement durable les cafés de la controverse. Et donc, c'est le premier de cette rentrée 2012, ce qui tombe bien puisque nous allons parler de l'école aujourd'hui. Un thème qui suscite la controverse, un thème éminemment politique et en plus avec l'actualité, si je puis dire, gouvernementale depuis les dernières élections où justement le nouveau pouvoir socialiste a fait de l'éducation et de l'enseignement une de ses priorités. Donc on pourra en parler, même si le thème général dépasse évidemment ce simple cadre législatif, si j'ose dire. Voilà, donc on a un peu posé la question, peut-on aimer l'école, qui est un peu justement une question un peu provocatrice, si je puis dire. Savoir si... la question c'est, devient-on bon élève parce qu'on aime l'école, ou aime-t-on l'école justement parce qu'on est bon élève? C'est une des questions qu'on pourra poser aux intervenants, que je vais vous présenter tout de suite. Donc Françoise Cartron, à ma gauche, vous êtes sénatrice de la Gironde, vous êtes ancienne directrice d'école, donc vous connaissez le sujet. Au Sénat, justement, vous intéressez particulièrement aux problèmes d'éducation. Et puis vous êtes également de la rive droite, vous êtes de cette rive, vous avez été longtemps maire d'Artigues et vous êtes toujours vice-présidente de la communauté urbaine de Bordeaux. Marie Durubella, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste des problèmes d'éducation, vous avez écrit plusieurs livres justement sur un peu les disparités sociales à l'école. Voilà, vous avez notamment écrit un livre avec François Dubé, sociologue bordelais bien connu, qui lui aussi est spécialiste des problèmes d'éducation. Jean-François Boulagnon, vous êtes professeur de philosophie et d'histoire. Vous êtes, c'est important de le dire, vous êtes un des créateurs du collège Clisthène au Grand Parc, vous aurez sans doute l'occasion de nous en parler. Et vous êtes actuellement proviseur du collège de Martignas-sur-Jalles. Voilà. Et puis Gabriel Cohn-Bendit, vous êtes... j'allais dire militant libertaire et écologiste, mais enfin c'est pas tellement à ce titre, même si ça peut compter, qu'on vous a invité. C'est surtout parce que vous êtes d'abord vous-même enseignant à la retraite, vous avez longtemps été professeur d'allemand, vous avez participé à la création du lycée expérimental de Saint-Nazaire dans les années 80, et puis vous avez été longtemps en Afrique sur les problèmes d'éducation notamment, et vous avez publié
en 81, je crois, à Alain Savary, qui était le ministre de l'Éducation de l'époque, une lettre ouverte. Voilà. Et vous avez récidivé récemment dans une tribune libre dans Libération avec le nouveau ministre Vincent Payon. Voilà nos intervenants. Je vais d'abord donner la parole à... Pardon. Oui, pardon. Géraldine, je vous repasse la parole. Je passe d'abord la parole à la présidente du Conseil de développement durable, Fabienne Brugère, pardon. Qui laissera ensuite tout de suite la parole à Géraldine Rabier. C'est juste parce que pour vous parler rapidement des cafés de la controverse, qui sont organisés par le Conseil de développement durable de l'agglomération bordelaise et par le journal Sud-Ouest. Or, vous connaissez tous le journal Sud-Ouest, le Conseil de développement durable, c'est bien sûr une instance moins connue. Donc juste pour vraiment vous expliquer que c'est un regroupement en fait de citoyens, d'associatifs, de personnes issues du monde de l'entreprise, du syndicalisme, donc aussi du monde de la culture, des universitaires également, bref, une grande diversité. Et en fait, c'est donc une instance qui fait des propositions, qui donne des avis auprès de la communauté urbaine de Bordeaux, qui joue aussi le rôle de garant de la participation à la communauté urbaine de Bordeaux et qui assure des débats. Et c'est donc dans cette perspective que nous avons créé ces cafés de la controverse avec Sud-Ouest depuis 2 ans. L'idée de la controverse, c'est précisément de pouvoir discuter sans qu'il y ait forcément du consensus, avec du dissensus, avec la possibilité de faire apparaître des différences et sans qu'il y ait forcément une vérité première ou une seule vérité. Je crois que sur la question de l'école, c'est précisément difficile d'arriver à une vérité. Donc je laisse la parole à Géraldine Rabier, qui est membre du C2D, qui a aussi participé à la fondation du Collège Clistène et qui va vous proposer une petite introduction sur la question. Oui, une introduction brève, puisque bien évidemment le débat va se passer entre vous. Je suis contente de retrouver Gaby Cohn-Bendit, que j'ai rencontrée il y a 11 ans quand on a créé le collège expérimental Clistène, Marie Durubella, dont les écrits ont nourri mes réflexions de jeune étudiante, et puis ensuite de professionnelle. Françoise Cartron, je suis très heureuse de vous avoir aussi ce soir à nos côtés. Donc moi j'ai une double casquette, anciennement dans l'éducation nationale, et puis membre du C2D aujourd'hui au titre du magazine Cubique que je dirige, donc magazine d'information de l'agglomération bordelaise. Cette question de l'école, elle me parle tout particulièrement parce que c'est vrai que la création de Clistène, quelque part, elle répond à cette question de est-ce qu'on peut aimer l'école, et si on l'a fait, c'est que a priori on pensait que c'était compliqué d'aimer l'école, et en tout cas peut-être avec une vraie volonté de justice sociale derrière tout ça. Alors peut-on aimer l'école? On peut se poser la question sous plusieurs angles. Évidemment la question des élèves, la question de leurs parents, la question des enseignants et de tous les personnels de l'éducation nationale, et puis aussi évidemment il me semble en tant que citoyen. Alors pour tous, il me semble qu'il y a un problème, enfin il y a un dénominateur commun qui est le problème du sens. Pour être un bon élève, il faut un minimum de motivation, il faut comprendre pourquoi on est là, au-delà d'une insertion professionnelle lointaine. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu, et là je reprends une expression chère à Jean-François Boulagnon, leur panoplie d'élèves au pied de leur berceau, eh bien ça ne fait pas forcément sens l'école. Pourquoi est-ce qu'on est là? Eh bien, la réponse, elle n'est pas toujours évidente. Alors peut-on aimer l'école dans ce cadre-là? Il me semble que c'est compliqué. Mais les bons élèves s'ennuient aussi. Ils s'ennuient poliment, disait Philippe Mérieux, mais ils s'ennuient certains aussi. Alors comment est-ce qu'on peut travailler sur la motivation sans abandonner les fondamentaux de l'école, sans renoncer aux belles lettres et aux humanités, cette problématique qui est si chère au débat virulent qui oppose les pédagogues et les républicains? Comment est-ce qu'on peut ne pas renoncer donc à tout ça, et en même temps quels sont-ils ces fondamentaux? Je crois qu'il y a aujourd'hui une absence totale de consensus sur ce qu'il faut enseigner. Il y a des controverses sur tous les programmes, donc une absence de consensus, je ne parle même pas des savoir-être, parce que là on peut s'écharper aussi, mais ne serait-ce que sur ce qu'il faut transmettre en termes d'enseignement. Alors, pour les professeurs, la question du sens, il me semble qu'elle doit s'interroger aussi au prisme de cette absence de consensus, parce que comment est-ce que les enseignants ils peuvent aimer l'école s'il n'y a pas de consensus sur ce qu'il faut enseigner? Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont malheureux parce qu'on ne leur donne pas cap. Je ne parle même pas de moyens, je dis juste on ne leur donne pas cap. Et alors comment est-ce qu'ils doivent le transmettre? Avec aussi l'évolution des nouvelles technologies, c'est aussi une question qui a toute son acuité.
Je crois qu'il y a aussi une déconstruction du modèle de professeur que vous allez interroger les uns et les autres. C'est plus l'unique vecteur de transmission. Alors quel doit être le rôle de l'enseignant aujourd'hui? Qu'est-ce que signifie instruire aujourd'hui? Et que signifie instruire aussi aujourd'hui à l'ère de l'immédiateté? Parce que tout doit se faire tout de suite. On sait bien que la culture, ça se fait sur du long terme. Moi, il me semble qu'il y a aussi une question très importante une question très importante, c'est celle du gap qui existe entre les savoirs utilitaires et la culture abstraite, et diminuer la hiérarchie des intelligences. Faire en sorte qu'il n'y a pas d'un côté, qu'il n'y a pas deux catégories de citoyens, c'est-à-dire ceux qui ne pourront jamais dépasser le concret et le quotidien, et ceux qui ne feront jamais le rapport entre leur culture et la vie pratique. Alors j'ai juste, pour terminer, encore 3 phrases, et puis après je vais vous laisser la parole. Hannah Arendt, elle disait que les 2 grands objectifs de l'école sont la transmission intergénérationnelle et l'ouverture sur le monde. Alors l'ouverture sur le monde et la transmission entre générations, ça devient très compliqué aujourd'hui parce qu'il y a rupture. Il y a à la fois une difficulté à faire société et une évolution de la société comme jamais. On n'a plus de repères. La difficulté, est-ce qu'elle n'est pas là? Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir, à mon avis, sur lequel vous allez pouvoir échanger. Et puis, je terminerai en disant que le manque de sens, qui était mon point de départ, il y a également une vraie problématique qui est celle de l'inégalité. Et est-ce qu'on peut aimer une école aussi injuste que notre école française? Eh bien, moi, je ne le pense pas. Mais en tout cas, je vous laisse la parole pour en débattre. Et je retourne à ma place. Merci Géraldine. Bon, avec toutes les questions que Géraldine a soulevées, on est à l'âge jusqu'à peu près 23 heures. Hein, donc j'espère que vous avez pris de quoi manger. Non, sérieusement, juste avant qu'on commence le débat, excusez-moi, je vais jouer mon rôle de rabat-joie. Donc évidemment, on va essayer quand même de tenir le débat dans des délais raisonnables en essayant d'aller le plus loin possible dans les interventions de chacun. Et puis évidemment, comme c'est un café de la controverse que vous êtes venus pour écouter, mais certainement aussi pour prendre la parole, on essaiera aussi dans la dernière partie de l'émission de vous donner la parole pour des prises de position. Là aussi, je serai assez intransigeant pour que le plus de monde puisse prendre la parole. L'idéal sera que chacun, si ce sont des questions, soit assez bref, qu'on ne se lance pas chacun dans des éditoriaux. Voilà, merci d'avance. Et on va commencer donc avec vous, Jean-François Boulagnon, puisque vous êtes à cette tribune, j'allais dire le seul encore en exercice dans l'éducation nationale. Le local de l'État. Non, il y a également Françoise Cartron. Voilà. Donc je rappelle, vous êtes proviseur d'un collège à Martignas-sur-Jalles. Donc pour reprendre un peu une des questions que soulevait Géraldine, est-ce que un enseignant, pour faire aimer l'école, doit lui-même aimer l'école? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce qu'un enseignant peut ne pas lui-même aimer l'école? Eh bien, écoutez, ça me paraît un préalable. Je crois qu'il faut absolument, aimer son métier. Oui, d'accord. Que répondre à votre question, oui, c'est un préalable. Si on n'aime pas son métier, il vaut mieux faire autre chose. Parce que c'est vrai que comme c'est un métier de passion, il est évident, que si on ne l'est pas, il vaut mieux faire autre chose. Voilà, pour répondre à la question peut-on aimer l'école, moi qui me paraît une question centrale, je crois que l'école, les idéaux qui sont ceux de l'école depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui avaient été mis en avant par le plan d'Angevin-Vallon, le CNR, ils sont toujours efficients, c'est-à-dire former l'homme et l'instruire, former le citoyen et former aussi, on va dire, le travailleur. Je crois que ces idéaux qui étaient les idéaux de l'école déjà à ce moment-là, ils sont toujours présents et c'est à l'école de les faire vivre. Alors il y a des tonnes de difficultés, je crois, l'analyse qui est faite pour la refondation de l'école, l'analyse des difficultés de l'école, des décrocheurs notamment, c'est une analyse pertinente. La régression des 10 dernières années, c'est aussi une réflexion pertinente. Mais bon, je crois qu'il y a des tendances en ce moment qui sont des tendances compliquées pour l'école et sur lesquelles il faut absolument qu'il y ait une réaction, c'est-à-dire la désinstitutionnalisation, le fait que l'école soit plus un ensemble cohérent.
on a plutôt un agrégat d'adultes, on n'a pas de perspective véritable. Le fait que l'éducation à la citoyenneté, je veux dire, soit un petit peu en jachère, ça fonctionne pas super bien non plus. Tout ça participe à cette désinstitutionnalisation de l'école. Et en même temps, donc, il s'accompagne d'une très forte individualisation, avec chacun qui essaye dans son coin de se tirer de ce bateau à sa manière. Hein, et on sait que ça fonctionne comme ça à l'heure actuelle. C'est compliqué, notamment au niveau des parents, où le choix des établissements scolaires. Et je crois que Françoise Cartron sera beaucoup mieux placée que moi pour en parler, puisqu'elle a fait un excellent rapport là-dessus. Détermine beaucoup de choses. Donc, désinstitutionnalisation, individualisation, et dans le même temps, je veux dire, technocratisation, puisque nous, on ne fonctionne plus qu'à partir de résultats quantitatifs, les établissements scolaires. Et donc c'est un petit peu ça qui fait que finalement l'école est en train de se désarticuler, qu'il faut réagir et rapidement. Alors, voilà. Donc les idéaux sont toujours là, mais l'école est dans une situation qui à l'heure actuelle est complexe. Alors la question maintenant, moi je voulais poser en tant qu'enseignant, je me doutais de votre réponse évidemment, parce que c'est un métier... enseignant, je l'ai fait, mais il y a un paquet d'années. Oui, mais vous êtes quand même encore au cœur du système éducatif. Là, plaçons-nous du côté de l'élève. La question c'est, l'élève, peut-il aimer l'école? Doit-il aimer l'école? Est-ce que c'est important d'aimer l'école pareil pour j'allais dire, être un bon élève entre guillemets? Après on peut s'entendre sur ce que signifie bon élève, hein, mais je répondrai de manière différente en vous disant que l'élève devrait aimer l'école, mais le problème de l'école à l'heure actuelle, c'est qu'elle fonctionne comme elle a fonctionné dans notre jeunesse. Enfin, je regarde la salle, il me semble que c'est à peu près ça, et qu'elle n'a pas beaucoup bougé, que par contre le profil d'élèves, les attentes sont totalement différentes. Donc l'école est inadaptée à l'heure actuelle, vraiment inadaptée, et c'est par rapport à ça qu'il faut le faire bouger. Il y a d'abord le fait qu'il y a des nouvelles générations qui sont arrivées, ce qu'on appelle les digital natives. Il y a un mode de fonctionnement qui n'a pas bougé depuis quasiment, j'allais dire, 70 ans, hein, je crois qu'il est... et c'est ça qu'il faut absolument interroger et faire bouger rapidement. Il faut que les lignes, donc déjà, même sans l'invasion du numérique, je dirais, il aurait fallu bouger l'école et la bouger rapidement, mais là en plus, avec l'invasion numérique et ces générations qui arrivent et qui ne parlent pas le même langage que nous, visiblement, il faut la faire bouger encore plus. Hein, voilà. Je donne un dernier, et puis je laisserai parler après tout le monde. Je dis une dernière chose tout de même, pour bien montrer la transition exceptionnelle qu'on est en train de vivre. L'Académie française sort tous les 20 ans un dictionnaire. Ce dictionnaire, traditionnellement, depuis je crois que c'est depuis le XVIIe siècle, on va dire qu'il y a, sur les 20 ans, il y a environ 3000 à 4000 mots qui changent. Sur les 20 dernières années, on est à plus de 50 000 mots qui changent. Il est fort possible que d'ici quelques générations, je veux dire, même nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants ne comprennent plus ce qu'on leur dise et que ça corresponde un peu aux Français de Joinville ou de Christine de Pisan pour nous. Voilà. Donc la réflexion, elle est vraiment importante. Et alors, j'approfondis encore, est-ce qu'on peut aimer l'école sans forcément, j'allais dire, toujours entre guillemets, y travailler? C'est-à-dire qu'aimer venir à l'école, parce que c'est un lieu de socialisation, y retrouver ses copains, s'y amuser, etc., mais sans forcément avoir envie d'y travailler. Non, mais par rapport au système éducatif, est-ce que... Alors, la question, moi, je la poserai encore une fois en sens inverse, c'est-à-dire la société a un rôle immense à jouer par rapport à ça. L'école est le dernier seul lieu où l'ensemble d'une génération se rencontre. D'accord ? C'est sur les années du collège, les années de l'école du socle, que l'ensemble d'une génération se rencontre. Il n'y a pas d'autre endroit où on fait société à l'heure actuelle. Si on ne change pas fondamentalement, je veux dire, cette manière de faire société, si on ne se donne pas les moyens de faire société à l'intérieur de l'école, où va-t-on et surtout comment fera-t-on? Voilà, il n'y a pas le choix, il faut qu'on bouge suffisamment l'école pour lui redonner, pour redonner finalement ce lieu pour faire citoyen, voilà, pour qu'une l'ensemble des générations puisse dialoguer entre elles. D'accord. Alors, je voudrais avant qu'on fasse tourner les micros, puis on reviendra ensuite au cours du débat. Juste Géraldine l'a évoqué, je l'ai évoqué dans votre présentation. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous parler, peut-être tout le monde ne connaît pas le collège Clisthène, nous dire un peu quel était ce collège et le but, pourquoi est-ce qu'il avait été créé? Écoutez, en deux mots, c'est un peu compliqué à dire. Disons qu'avec Géraldine, on portait depuis... jusqu'à 10. On portait avec Géraldine l'idée du collège dont on avait envie depuis toujours, et on l'a essayé
On a essayé de le mettre en place en 2002, donc avec un collège totalement différent, centré sur l'élève véritablement, avec des temps pédagogiques différents, respectant les rythmes chronobiologiques, avec des priorités qui étaient des priorités de différenciation pédagogique, de prévention de la violence, d'apprentissage véritable démocratie, et tout ça se déclinait suivant des dispositifs précis qui venaient de recherche française, mais aussi internationale, puisqu'on s'est beaucoup servi de travaux de chercheurs belges, canadiens et suisses. Voilà, notamment dans le domaine, par exemple, de l'interdisciplinarité. En 2000, il n'y avait pas beaucoup de travaux et il fallu chercher du côté des Belges où il y avait d'excellents travaux sur l'interdisciplinarité, sur le cadre théorique de l'interdisciplinarité. Voilà. C'était un collège qui est... il n'y a pas d'autre cas en Gironde, mais voire dans le reste du pays. Il y en a beaucoup de collèges expérimentaux comme Clisthène? Non, il n'y a pas beaucoup de collèges expérimentaux. Bon, je pense que Gabi fait partie de la vague précédente. Il y a eu plusieurs vagues. C'est toujours des petites vagues limitées. Non, je crois que il a été créé donc en juin 2002, en septembre 2002, et puis il y a eu disparition de l'organisme qui nous avait créé. Depuis, il y a eu 6 ministres, 7 recteurs, autant de personnes différentes avec des options politiques et idéologiques souvent différentes, même s'ils appartenaient au même camp. Et donc tout ça fait une grande disparité administrative. Personne ne sait plus sur quoi on avait été lancé, quelles étaient les promesses qui nous avaient été faites, et on s'est retrouvé comme un vaisseau qui avait été lancé sans base de départ. Voilà. Donc ça a été un peu compliqué, et donc il y a très peu de collèges en fait. Sur un public classique, on va dire il y en a 5-6 sur la France, incluant les lycées expérimentaux de 81, et sur le public de décrocheurs, il y en a une dizaine. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, une autre question qui pourra faire ensuite la transition avec Françoise Cartron, l'aspect plus politique. Vous, en tant que membre de la société éducative, si je puis dire, qu'est-ce que vous attendez, vous, du nouveau gouvernement, des promesses qui ont été faites de recruter des enseignements? Est-ce que vous pensez que c'est aussi une solution, j'allais dire, pour résoudre les problèmes de l'école que vous avez évoqués? Il veut parler, Gabi. Non, mais il va parler. Non, vous en faites pas. Non, je sais que quand il va prendre la parole... on attend beaucoup du nouveau gouvernement. On a la chance, je crois, d'avoir un ministre qui connaît très bien la question, qui est quelqu'un qui a fait pas mal d'écrits théoriques là-dessus, notamment... Ce qui n'était pas le cas avant. Non, je crois qu'il y a eu du tout venant. Il y a eu du bon et du moins bon, surtout du moins bon sur la fin. Et je le dis gentiment, vous remarquerez. Non, je crois que là, on est sur des vrais enjeux, et puis qu'il y a urgence. Je crois que les trains passent et qu'il faut bouger, et qu'il faut bouger très rapidement maintenant. Voilà. Donc il y a une vraie détermination par rapport à ça, on le sent. Il y a des discours qu'on n'entendait plus, puisque je crois qu'on a été sur 15 années très régressives en termes idéologiques, du fait de la querelle montée de toutes pièces républicain pédagogue, et des gens qu'on avait du mal à entendre, comme Françoise Cartron par exemple, qui était dans l'opposition et qui est maintenant dans la majorité, arrivent maintenant à se faire entendre, et par exemple sur la question de la carte scolaire, c'est une question qui avance enfin, alors que sur les 5-6 dernières années, ça a été une catastrophe absolue. Voilà, c'est à l'encontre de tout ce qui se fait dans les pays de l'OCDE. On était parti sur une dérégulation qui nous amenait tout droit dans le mur. Voilà, donc il y a plein de domaines, on en reparlera peut-être dans le cours du débat. Bien sûr. J'aimerais bien laisser la place à mes... Mais vous ne la faites pas, il va en prendre la parole. Je vais vous le reprendre et je vais donner... Donc, c'est bon. Oui, donc Françoise Cartron, vous, sur cette tribune, vous représentez un peu le monde politique, le personnel politique. Donc, vous êtes passé de l'éducation nationale au monde politique élu. Donc, je rappelle, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, je rappelle, sénatrice de la Gironde, vous vous penchez beaucoup sur les problèmes d'éducation. Alors, justement, donc vous êtes... Vous soutenez évidemment l'actuel gouvernement. Est-ce que vous pensez que les mesures proposées par Vincent Peillon et le gouvernement sont de nature à faire aimer l'école? Parce que c'est un peu ça aussi le but d'un gouvernement, c'est faire aimer l'école, c'est la rendre plus attractive. Oui, enfin, alors les mesures proposées par Vincent Peillon, pour l'instant, ça a été des mesures d'urgence, parce qu'il ne pouvait pas arriver non plus avec la baguette magique, et donc réparer 10 ans de déconstruction. Donc ça a été paré au plus pressé pour cette rentrée, c'est-à-dire mettre 1000 postes, mais il faut savoir que le ministre ne peut pas en mettre plus, parce qu'il n'y a pas en face les jeunes formés pour s'engager dans ce métier. Ce qui donne état et
C'est ça, ils ont du mal à recruter. Hein, mais il y a du mal, parce que de toute manière, c'est quand même le dernier gouvernement a quand même aboli la formation pour les enseignants. C'était quand même un tour de force de penser que c'est le seul métier que l'on puisse faire comme ça, en s'improvisant. Voilà, parce qu'on aura fait un master d'histoire géo ou de physique, on pourra aller enseigner comme si c'était naturel. Voilà. Donc ça donne un peu l'image, ce que disait Jean-François Boulagnon, de la manière dont le précédent ministre considérait l'école. C'était vraiment, on était dans le système, alors d'abord extrêmement directif, les choses tombaient d'en haut et devaient s'appliquer jusqu'en bas, de l'évaluation sans arrêt, du classement sans arrêt, de la stigmatisation, et je crois que ça a généré un malaise qui fait qu'aujourd'hui la tâche est énorme pour le ministre qui arrive. Alors, d'ailleurs, c'est pas neutre, il n'a pas dit qu'il va faire une énième réforme, il dit qu'il va s'attaquer à la refondation. Parce que l'école a été complètement démolie ces dernières années. Il faut reconstruire, et reconstruire, il a dit, depuis la base. Et reconstruire depuis là où les choses se mettent en place, c'est-à-dire l'école primaire et l'école maternelle. Parce que on a beaucoup considéré et appréhendé l'école en partant du bout du lycée et en redescendant. Aujourd'hui, il faut vraiment inverser et regarder ce qui se passe à la base. Un chiffre, il faut savoir que sur l'école maternelle, la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, on était à 35% il y a 10 ans et aujourd'hui on est à 10%. Et en Seine-Saint-Denis, parce que, je veux dire, il y a des endroits où ça se défend encore plus. Imaginez qu'en Seine-Saint-Denis, on est à 0,8%. Bon, et aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, on n'a pas les enseignants. Aujourd'hui encore, il y a une dizaine de classes où il n'y a pas l'enseignant en face parce qu'on ne les a pas et on ne les trouve pas. Ce qui veut dire qu'on est arrivé à un état, donc ça ne va pas non plus se reconstruire par magie. Je veux dire ça aussi. On a un ministre qui porte une parole sur l'école, qui porte un engagement, qui a confiance dans la capacité de l'école à se rénover, mais ça ne pourra se faire que tous ensemble. Et là, c'est le grand pari des ateliers qui se déroulent et qui vont se conclure à la fin du mois, où on a réuni tous ceux qui ont à voir de l'école. C'est-à-dire que l'école, il n'a pas pensé la refonder avec les enseignants seuls. Il a bien dit qu'on ne pourra pas la refonder sans les enseignants, mais il faut la refonder avec tous ceux qui font sens dans l'école. Les parents, tous les personnels, toutes les associations qui peuvent travailler, accompagnement d'handicapés et autres, parce que l'école, elle est diverse. L'école, elle accueille pas un public uniforme. Et donc, c'est toutes ces personnes-là qu'il faut entendre et avec qui il faut reconstruire une autre approche et une autre école. Ça, c'est essentiel. Mais dans votre esprit, qui est-ce qui est essentiel au sein de cette réforme de l'école? C'est l'élève, c'est l'enseignant, c'est le parent c'est d'élève? l'élève. L'école, elle est pour l'élève. Ouais. Comme vous disiez, je ne sais pas s'il faut que l'élève aime l'école. En tout cas, il faut qu'il s'y trouve bien, qu'il s'épanouisse et qu'il se construise. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, il y a des... Oui, mais j'allais dire qu'il ne s'y sentira bien que si l'enseignant lui-même s'y sent bien. Il se sent bien pour l'instruire. Oui, donc c'est une chaîne avec des maillons qui sont attachés l'un à l'autre. Bien sûr. Aujourd'hui, on a des enseignants qui se sont sentis complètement... alors, ils ne sont pas démotivés, mais ils avaient un ministre, ils sentaient qu'il ne leur faisait pas confiance et qui avait des propos parfois assez négatifs. Donc, il faut d'abord que l'enseignant retrouve confiance, retrouve envie de son métier, envie d'enseigner, enseigner autrement, parce que je crois qu'il y a beaucoup de difficultés des enseignants qui se trouvent mal, parce qu'ils voient bien qu'on est au bout d'un modèle, et que rester tout seul face à sa classe, et enseigner tout seul, et avec des enfants parfois difficiles, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il faut réinventer une manière d'enseigner en équipe, une manière de partager, une manière d'élargir l'éventail du champ des acquisitions, ouvrir l'école, sortir, regarder qu'on est dans une société et que ce n'est pas un milieu fermé. Et je crois qu'avec tout ça, si l'enseignant reprend confiance et se sent à nouveau valorisé et respecté, si l'élève, dans ce qu'on lui offre, aussi retrouve attractivité à venir à l'école,
le parent derrière, voyant son enfant s'épanouir et n'ayant pas, parce qu'aujourd'hui quand même, la relation du parent à l'école, c'est la notation, le classement et très souvent l'échec. Si aujourd'hui on leur parle autrement de leur enfant et de ce qu'il y fait, tout le monde va faire consensus, va se retrouver autour de l'école. Et je dis qu'aujourd'hui, il y a, par rapport au rapport que j'ai piloté sur la déréglementation de l'école, il y a des jeunes qui savent, comment voulez-vous qu'ils aiment l'école, alors qu'ils savent, ils le disent entre eux, moi je suis dans le collège pourri, le collège où personne ne veut aller, ou moi, parce que je suis d'un milieu social défavorisé et autres, je n'ai pas d'autre échappatoire que de rester. Ils sont assignés au quartier, assignés à l'école, et comme vous disiez, normalement l'école c'est le lieu de sociabiliser où toute une génération devrait se retrouver. Mais là, ils savent qu'ils ne retrouvent pas toute une génération. Ils ne retrouvent que des gens ou des jeunes qui sont comme eux dans la difficulté et il n'y a plus cette mixité. Et je crois que ça, dans l'enquête que l'on a faite, songez qu'en Seine-Saint-Denis, on est allé voir, il y a des collèges qui ne scolarisent plus que des enfants de classes très défavorisées. Il n'y a même plus défavorisés aux classes moyennes, très défavorisés. Et à l'opposé, vous allez dans les Hauts-de-Seine, et on a trouvé des collèges, dans les Hauts-de-Seine, voilà, qui ne scolarisent que les enfants de classe très supérieure. Il n'y a même plus les classes moyennes, même plus. Donc imaginez que dans un collège où il n'y a que des classes très supérieures, les gamins qui sont dans les collèges, ils le disent entre eux. Voilà, je suis dans le collège pourri, on peut leur expliquer qu'il faut aimer l'école. Il faut d'abord changer l'école et vraiment remettre en place cette nécessité de mixité sociale. Alors, le gouvernement Ayrault a créé un secrétariat d'État à la réussite scolaire. Honnêtement, réussite éducative. Réussite éducative, pardon. Honnêtement, on ne voit pas beaucoup la secrétaire d'État. Hein. Elle est pas, c'est pas une des. Elle travaille. Elle travaille, mais enfin bon, on la voit pas beaucoup, on l'entend pas beaucoup. Mais peut-être pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez au sein de ce gouvernement par la réussite éducative. C'est quoi là? Ah ben la réussite éducative, c'est d'ailleurs regarder. Alors c'est regarder ce qu'a évoqué, ce qui va être évoqué. Regarder toutes les pratiques expérimentales et voir comment ces pratiques expérimentales, aujourd'hui très limitées en France, conduisent à la réussite. Et donc essayer de réfléchir comment on peut un peu libérer ce carcan de l'éducation nationale et faire que d'autres lieux avec d'autres pratiques expérimentales puissent éclore un peu partout, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants qui aujourd'hui sont prêts à se lancer dans des expériences à condition que en gros, le mammouth ne leur mette pas de telles barrières que finalement, ils baissent les bras. Donc ça, c'est un des premiers chantiers. Le deuxième chantier sur lequel elle a à se confronter, c'est le chantier de cette égalité et de justice dans l'école, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des écoles à deux vitesses, qu'il n'y ait pas les écoles... Attendez, monsieur, s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous aurez la parole après si vous souhaitez. On fait d'abord parler les invités, puis d'accord. Je n'ai pas dit qu'elles n'existaient pas, puisque dans mon rapport je les ai pointées. J'ai dit qu'il faut changer les choses. Quand vous me dites, voilà une des missions de la ministre, faire bouger cette ségrégation scolaire qui est encore pire que la ségrégation sociale. Donc elle a déjà deux chantiers. Il faudra aussi s'attaquer à la scolarisation à l'école maternelle, en particulier les quartiers défavorisés, parce que ça aussi, ça participe de l'égalité entre les enfants. D'accord. Juste une question d'actualité, et puis après on va continuer. Mais on reste quand même sur la question sur aimer l'école, etc. Le problème de l'enseignement de la morale qui a été justement soulevé par Vincent Payon, qui est un peu au cœur de la polémique. Non, pas vraiment de la polémique, mais enfin du débat actuel aussi. Ça un peu écarter le reste de ce qu'on disait sur l'école. C'est vraiment ce qui est maintenant insurgé. On parle moins du recrutement des professeurs, on parle beaucoup de l'enseignement de la morale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors on en parle moins, pardon, je vais être... Parce que je crois que les médias, ça leur a plu, ça. Plutôt que de parler du recrutement des profs. C'est vrai que c'est pas vendable, ça, d'aller raconter qu'il manque des profs, que ce métier, il faut s'y préparer. Il y a 2 ans... Là, la morale, en plus, c'est un côté un peu rétro, donc il faut reconnaître. Alors, c'est vrai que la formulation... Le rétro, c'est pas nous c'est Vincent Payon lui-même qui en a parlé. Hein. Non, mais il en a parlé, mais je dis dans l'écho, quand on entend morale,
C'est ce que je veux dire. Je crois que derrière, plutôt, ce qu'il dit, c'est qu'il faut arriver à, dans cette école, je ne sais pas si c'est enseigner, parce que ça veut dire enseigner, faire vivre des choses qui donnent du sens. Et par rapport à ce qui était évoqué dans le collège Clisthène, c'est-à-dire des moments de vraie citoyenneté, des moments je dirais, de vraie construction du libre arbitre, du sens critique, et puis des valeurs qui fédèrent, c'est-à-dire respecter un certain nombre de choses et de valeurs, respecter l'autre, savoir privilégier la parole plutôt que les coups quand on est en désaccord. En fait, tout ceci, ça fait partie de ce qui construit une vie. Alors c'est la morale, c'est autre chose, c'est une philosophie. En tout cas, c'est un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui se sont un peu délitées dans ce collège, dans cette école, qui n'était assignée qu'à la performance. Parfait. On va revenir vers vous. Marie Durubella, donc on va un peu rebondir sur ce qu'a dit Françoise Cartron, justement sur les disparités sociales de ce qu'elle disait entre la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Attendez, vous avez un micro, pardon. Voilà, donc les disparités sociales dont parlait Françoise Cartron entre deux départements de la banlieue parisienne, Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine. Là, on est vraiment au cœur du problème d'aimer l'école, justement, quand on est dans des établissements, pour reprendre l'expression de Françoise Cartron, pourris, ou dans des établissements, au contraire, oui, que vous citiez, pardon, dans des établissements de standing. Est-ce que c'est plus facile d'aimer l'école quand on est dans un établissement Oui, je ne sais pas si je répondrai directement à cette question. Ce qu'on peut se dire, c'est que c'est pas facile d'aimer l'école quand on sait la bagarre tous les jours pour être meilleur que les autres. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a à l'école un climat de compétition, pour des raisons sur lesquelles je peux revenir dans un instant, on est sans arrêt en train de se comparer. Et quand il y a, et à cet égard, c'est pas forcément évident qu'on soit plus heureux dans des écoles très mixtes socialement. Hein, il y a eu des expériences qui ont été faites et où quand il faut se comparer des élèves, on a l'impression qu'ils sont plus riches, qu'ils ont plus de ressources, ça peut être au contraire assez dur à vivre. Mais je pense que le problème, il est que l'école est devenue un espace de compétition. Peut-être parce qu'on lui donne trop d'importance, c'est-à-dire que l'école, d'une certaine manière, elle est victime de son succès dans notre pays, puisqu'on a un pays qui a mis beaucoup d'espoir dans l'école, on est un pays où les relations entre le diplôme et ce qu'on fera après est particulièrement élevée, donc du coup c'est la bagarre, et comme les élèves abordent l'école avec des ressources familiales inégales, c'est la bagarre tous les jours, donc on ne voit pas comment ils pourraient être heureux, c'est-à-dire ils peuvent être heureux dans les petites classes, et encore de plus en plus les petites classes, la compétition s'introduit. Donc je pense que là, l'école, elle est vraiment victime de son succès et de la tension entre deux grandes missions. Bien sûr, l'école, elle a pour fonction de socialiser et peut-être de rendre les élèves épanouis, ok, mais elle a aussi la fonction de les classer pour des emplois qui sont inégaux. Et donc dans un contexte qui en plus est anxiogène, parce que les emplois sont rares, les inégalités ne sont pas en train de se réduire, on ne voit pas comment ils pourraient être heureux, les élèves. Mais vous, dans votre bouche, la notion de compétition, justement, c'est quelque chose que vous regrettez. Il ne faut pas cet esprit de compétition. Ben, disons que ce qu'on observe, c'est que... À condition que voilà, les armes soient égales. Hein, c'est-à-dire, moi, des fois, je me dis, si on réfléchit de façon abstraite, de manière utopique, on se dit, qu'est-ce que serait une école dont les diplômes ne serviraient à rien ? Voilà une question qu'on peut se poser. Et je pense que ça changerait considérablement le climat de l'école, parce qu'on a des enfants qui, par exemple, pourraient aimer, je sais pas, les lettres, ou le dessin, ou la philo, ou tout ce qu'on veut, mais on leur dit sans arrêt, ouais, mais attends, le coefficient au bac, et après les débouchés, etc. Donc, même si l'élève a des intérêts et trouve un plaisir à étudier certaines matières, il va y avoir le thème rabat-joie des débouchés qui va sans arrêt lui être rabattu sur la figure. Et donc, voilà, donc, plus l'école sert à s'insérer, moins l'élève peut exprimer des intérêts véritables qui pourraient le rendre heureux. Si en plus il est noir et arabe. Mais qui est-ce qui est dans votre esprit? Il peut être blanc et juif aussi. Hein. Ouais. Qui est-ce qui s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Et unijambiste aussi. Oui. Qui est-ce qui justement met, selon vous, dans la tête des élèves cet esprit de compétition? Bah, je veux dire,
il n'y a pas lieu de faire un procès à... Non, mais sans faire de procès. Hein, c'est vraiment la fonction qu'on donne aux diplômes dans notre pays, parce qu'on leur fait confiance. Ça, c'est un peu ce qu'on peut appeler, de façon un peu pompeuse, l'idéologie méritocratique. On pense que c'est juste que les diplômes aient tant d'importance. Je pense que dans beaucoup de cas, on pourrait avoir d'autres modes de sélection et à la limite tirer les emplois au sort, et peut-être que finalement, ça détendrait considérablement la pression qui existe sur l'école. Alors, ce qu'on peut rajouter aussi, parce que j'entendais donc en particulier M. Boulangeon qui disait, qui invoquait des raisons sociales un peu lourdes en disant on comprend que ça ne se passe pas bien parce qu'il y a une évolution dans le contexte social finalement. Ce qu'on peut quand même ajouter, c'est qu'il y a des pays comparables aux nôtres où les élèves se disent plus heureux. Il faut quand même le dire. Donc, ce n'est pas une fatalité. On a maintenant des enquêtes internationales où les élèves disent qu'ils ont plaisir à aller à l'école, qu'ils ont l'impression que les enseignants les soutiennent. Et nous, en France, de ce point de vue-là, on est un peu un vilain petit canard. Et à ce moment-là, c'est le fonctionnement même de notre école qu'il faut interroger. Et on se dit peut-être que le fait d'être tous les jours avec des enseignants qui sont spécialistes d'une discipline, qui souvent ne veulent pas se définir comme des éducateurs, mais bien comme des savants, ça arrange peut-être pas les choses, mais ça, je pense qu'on en reparlera. D'accord. À quel pays vous faites allusion? Alors, par exemple, on cite souvent la Finlande. Alors, la Finlande, c'est devenu le modèle. Je pense qu'il faut un peu sortir de la Finlande, parce que ça dépend de ce qu'on appelle la réussite éducative. Les élèves finlandais, ils sont bons à 15 ans, ils sont super bons, ok. Mais si on regarde, par exemple, l'insertion quelques années après, le taux de chômage des Finlandais, il n'est pas super. De même, les petits Japonais qui sont très bons, on sait qu'il y a des problèmes d'intégration d'un nombre important de jeunes Japonais, et ça pose question. Donc, il faut arrêter de considérer que la performance à 15 ans, c'est l'alpha et l'oméga, on n'a qu'à faire comme eux, on va prendre un petit bout des Finlandais, un petit bout des Japonais, etc. Je pense qu'il y a des pays qu'on a pu étudier, notamment dans les travaux que j'ai fait avec les Bordelais, Veretout et Dubé, que des pays comme l'Italie, par exemple, qui ont des performances assez médiocres. Mais en même temps, les élèves se disent détendus, heureux, il y a moins d'inégalités sociales que chez nous. Quand on interroge les profs, ils disent « Ah bah oui, nos élèves, c'est pas des génies, mais ils sont sympas et on essaie de les faire travailler. » Et ils font de l'histoire de l'art en 6e, sans s'arracher les cheveux, etc. Donc il y a des styles quand même de fonctionnement qu'on a appelé, nous on a mis des étiquettes, la communauté bienveillante. Donc il y a quand même des choses qu'on peut regarder, et sans se polariser uniquement sur qu'est-ce qu'ils savent à 15 ans. Donc c'est un peu ce que je demandais tout à l'heure, c'est de venir aimer l'école, sans forcément vouloir y faire un malheur au point de vue travail scolaire, quoi. C'est être bien à l'école, quoi. C'est avoir envie d'aller à l'école parce que c'est un endroit où on est détendu, comme vous dites. Oui, ça peut être un objectif. Le problème, c'est que les parents, légitimement, pensent à l'avenir de leurs enfants et que ça les angoisse. On a toujours en France l'idée que si on ne souffre pas en travaillant, c'est qu'on ne travaille pas bien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi une mentalité qu'on a qui est assez ancrée. Mais c'est vrai et c'est vrai d'ailleurs que quand on regarde les pays les plus détendus scolairement, c'est pas les pays qui ont les meilleures performances, mais ça peut être des pays comme l'Australie, par exemple, qui ont de bonnes performances scolaires. Et en même temps, ils sont relativement détendus. Alors, on ne peut pas isoler non plus, il y a tout un ensemble culturel. On ne va pas changer un bout, là aussi, prendre un bout des Australiens, etc. Mais ça fait quand même réfléchir. D'accord. Très bien, merci. On va continuer le tour de table. On va passer à vous. Alors, je prends ce micro, je vous le donne. Merci. Gabriel Cohn-Bendit, donc vous vous êtes exprimé ce matin dans Sud-Ouest. J'espère que votre interview a été lue. Donc avec des propos un peu iconoclastes sur l'enseignement et notamment sur les enseignants, métier que vous connaissez bien puisque vous l'avez été. Donc est-ce que le rôle des enseignants pour vous c'est de faire aimer l'école à leurs élèves? Alors, moi je suis quelqu'un qui n'a jamais pu faire quelque chose sans en avoir vraiment envie et sans avoir envie d'aimer le faire. On n'a jamais pu m'obliger à faire quelque chose qui ne me plaisait pas. Alors quand ça me plaisait, j'étais capable de faire plein de choses, y compris d'y passer une nuit pour résoudre un problème. Donc oui, moi je pense qu'on est un certain nombre à ne pouvoir vraiment nous investir, travailler, rien que si on aime, si on a envie de le faire. Alors c'est vrai que j'ai pensé une fois, quand l'école idéale telle que je l'avais sera qu'est-ce qu'on fera des masochistes? Qu'est-ce qu'on fera d'un Finkielkraut qui ne peut faire que s'il souffre? On devra créer certains lieux expérimentaux pour masochistes où on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on vous ordonne, les trucs. Et bon, peut-être qu'on en arrivera un jour à ce que la minorité des masochistes, on leur réserve des lieux très durs, pour travailler. Alors moi je suis effectivement de ceux qui pensent on doit aimer l'école. Alors sur les enseignants, oui, alors je corrige mon tir, on corrige mon tir.
la majorité des enseignants, je suis très critique. Alors parfois je vais jusqu'à la grande majorité, parfois je vais jusqu'à l'immense majorité, mais il y a toujours une minorité, ou une petite minorité, ou une infime minorité. La preuve, c'est que j'ai été enseignant, et que je pense que j'ai très bien fait mon truc. Donc on est, et je ne suis pas tout seul, il y a Boulagnon, etc., on est un certain nombre à vouloir faire notre travail pour que les gosses se sentent bien à l'école. Alors, je dirais, la rentrée, la plupart des gosses adorent la rentrée, le jour de la rentrée. Enfin, ils ne sont pas à tourner en rond dans leur quartier. Enfin, ils ne sont pas enfermés dans la famille. Puis, boum, dès le premier jour, deuxième jour, il y a la dictée, il y a le machin. On leur redit qu'ils sont nuls, etc. Et c'est l'horreur. Mais les gosses aiment. Et je rappelle un petit souvenir que j'avais. Quand j'étais jeune enseignant, j'ai tourné autour d'un groupe pédagogique, le groupe Freinet. Tous les jeudis, une fois par mois, le jeudi, qui était le jour de congé, on se réunissait dans une école, et le matin, les élèves venaient, ils avaient congé, c'était volontaire, ils étaient tous là pour venir faire le journal, le texte libre, le fichier autocorrectif, enfin toutes les méthodes qu'on avait chez Freinet. Et l'après-midi, entre nous, on discutait de ce qu'on avait vu, il n'y avait plus d'élèves, mais les élèves tapaient à la corde. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent de notre classe, et nous, on n'a pas le droit d'y venir l'après-midi. Donc il y avait des gosses dans une classe qui était telle qu'ils avaient envie d'y venir, et que le jour de congé, ça les embêtait d'être à la maison. Et quand une fois, un jour de congé par mois, ils pouvaient venir à l'école, parce que les gens, ils étaient heureux. Donc on peut être heureux à l'école. Ça dépend des enseignants. Alors moi, ce que tu as dit là sur... En Seine-Saint-Denis, en maternelle, on ne trouve pas d'enseignants. Je dis, c'est pas à cause du gouvernement, c'est scandaleux que des enseignants, en maternelle, hein, on ne va pas se reprendre des coups de couteau, ou des machins, en maternelle, on n'ait pas envie d'aller dans ces lieux-là, et on préfère aller ailleurs. Bon, c'est vrai, mon vieux tempérament militant, là, pas très partidaire, mais militant comme ça, je trouve ça scandaleux que les gens n'aient pas envie. Et dernier point sur la grande majorité des enseignants, etc. On dit toujours, oui, mais ils n'ont pas eu de formation. Je me souviens, j'avais discuté avec un directeur du FM, Philippe Mérieux, qui dit, bon, ben, on a essayé de faire prendre conscience aux enseignants, de faire des cours sur, bon, il va y avoir des problèmes de groupe, etc. Il faut savoir résoudre ça. Ben, les élèves disaient, mais attends, c'est pas notre problème ça. Nous, on n'a pas été recrutés pour faire des éducateurs, ça c'est l'administration. S'il y a des problèmes, on vide et l'administration règle. Nous, on est là pour instruire. Donc, c'est pas seulement comment les former, c'est comment les recruter. Comment recruter des gens qui ont envie de travailler avec des gosses et de faire des choses et d'affronter ces difficultés qu'il y aura. Et moi, je dis, pas d'enseignant qui n'ait pas fait de colo de vacances, qui n'ait pas de BAFA avec des gosses des quartiers. Il y est arrivé, peut-être qu'on en fera un enseignant. J'ai jamais dit qu'un bon éducateur, un bon moniteur fera forcément un bon enseignant. Mais comme on dit en maths, c'est une condition pour moi nécessaire, qui loin de là n'est pas suffisante. Quelqu'un qui a peur des gosses, on se rend compte qu'il n'y arrive pas, hein, il vient d'un milieu. Alors c'est vrai que la condition des enseignants, jadis, moi je vois, j'ai épousé une fille, petite fille d'instituteur laïque de Bretagne, mes beaux-parents, ils étaient enfants de cantonniers, donc ils étaient du même milieu. Aujourd'hui c'est fini. Hein. En gros, les enseignants, on vient de la petite et moyenne bourgeoisie, il y a très peu d'enseignants qui viennent des milieux populaires et qui se retrouvent dans les quartiers de banlieue, ils connaissent rien, ils comprennent rien, et on les a jamais fait rentrer. Alors c'est pas la formation en UFM qui va leur permettre, il faut les plonger avant qu'ils soient enseignants dans ces milieux-là, et ils verront s'ils ne supportent pas, ben, qu'ils fassent autre chose, il y a d'autres métiers, et on recrute d'abord des gens qui ont envie de travailler. Tout, je trouve toujours difficile, les gens, ah oui, c'est difficile dans les quartiers difficiles. Moi j'avais fait la proposition à Darcos, j'ai dit, trouvez-moi les 5 établissements collèges les pires que vous avez, turnover de profs, ils partent au bout de 3 ans, quand ils ont fini le truc, ils s'en vont. Le plus ancien de l'école, c'est l'élève, Mouloud qui a redoublé 2 fois, hein, parce que les profs, ils partent tous. Trouvez-moi ces 5, moi je vous trouve des enseignants qui viennent volontaires, en équipe, travailler là et voir. Et moi je vous dis qu'on arrive au bout de 2 ou 3 ans, non pas à faire que tous rentrent à Polytechnique et trouvent du boulot à la sortie, on reviendra sur ce petit problème, mais qu'ils soient bien là et mieux que chez eux, et qu'ils fassent des choses passionnantes, et des choses qui les intéressent, et s'ils ont envie d'écrire
sur le foot, le rugby, et bien ils écrivent sur le foot, le rugby ou tout ce qu'ils veulent, mais ils écrivent et on leur fait faire. C'est pas facile de faire en sorte qu'un enfant ait envie d'écrire, surtout si au bout de 4 lignes on lui dit tu fais plein de fautes, alors arrête, hein, comme si quelqu'un qui ne faisait pas de faute d'orthographe, en fin de compte son texte était intéressant. Moi je suis un dysorthographique complet. Ce que j'écris, il y a plein de fautes, ma femme les corrige, elle n'en fait pas. Ensuite, mon ordinateur aussi m'en a corrigé, puis le correcteur de la maison d'édition termine les dernières. Enfin, il en reste toujours de ces petites bêtes, hein, il y a des choses qu'on n'arrive pas. Et alors, ce que j'écris est aussi intéressant et passionnant avec toutes ces fautes qu'à la fin où il n'y en a plus. Donc l'important quand on écrit, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu as envie de dire, et après on corrige, on voit, etc. Et si le gosse sent ça, or, tout est fait, c'est vrai que Freinet avait inventé ça, envie d'écrire. Pourquoi écrire pour l'instituteur alors qu'on peut lui raconter ce meilleur jour de vacances ou je sais pas quoi, surtout aujourd'hui où 2/3 des enfants des milieux populaires ne partent pas, hein, il y a 1/3 de gosses qui partent. Il faut un journal. Alors là, on a des correspondants quelque part, ils sont loin, il faut leur donner des informations, ils nous en envoient. Et aujourd'hui, avec l'informatique, alors on fait un journal, on l'expédie, il est tout de suite là chez les autres. Bon, il y a plein de choses qui peuvent faire que les gosses aiment l'école. Je termine, une école primaire à Paris, fête le cinquantenaire, l'école Vitruve, qui depuis 50 ans travaille. Elle n'est pas en ZEP, parce qu'elle est dans un milieu, parce qu'elle a de trop bons résultats. Parce que pour être en ZEP, il faut non seulement être en milieu populaire, mais avoir de mauvais résultats. Vitruve, ça marche depuis 50 ans. Tous les bobos de Paris veulent y mettre leurs gosses, ils disent non, c'est l'école du quartier. Hein. Ils font des braderies, ils font. Tous les gosses de cette école partent tous les ans en classe verte. De toutes les classes, tous les ans ils partent. Et là j'ai un ami qui a pris sa retraite de 3 ans de cette école. Une classe devait partir, il manquait un enseignant. Ben, c'est évident qu'il est parti avec l'équipe d'enseignants alors qu'il est en retraite. Et voilà, c'est tout ça. Alors recrutons des gens qui ont envie de le faire. Après on leur donnera une formation que bien sûr il faut qu'il y ait en calcul, en machin. Mais c'est vrai qu'il faudra trouver du transdisciplinaire. Un exemple à Saint-Nazaire, moi j'ai fait un atelier, parce qu'on fonctionnait en atelier, pas en heure de maths, de français, truc, sur le suicide. Parce que les gosses, on avait des gosses qui avaient plus de tentatives que la moyenne. Hein. Bon, on a discuté de ça. Et puis ils ont fait le suicide au Moyen-Âge, le suicide au Japon, le suicide dans la philosophie, puisqu'il y avait des élèves qui préparaient le bac, dans tous les secteurs. Et nous avons le suicide dans la littérature française. Donc on a fait la tirade de Phèdre, bon bref. En principe, les ateliers duraient 15 jours. On a fini cet atelier, il restait 1 semaine avant les vacances de Pâques. Donc c'était un peu des trucs... Il y a tout un groupe d'élèves qui m'a dit « Gabi, on voudrait faire pendant la semaine Phèdre ». Les élèves, avec leur crête de coq, leur petit rat dans le machin, des exclus de partout qui voulaient faire Phèdre au lycée expérimental de Saint-Nazaire. On peut y arriver quand on passe par l'intérêt. Ils avaient travaillé sur le suicide et sérieusement, pas seulement raconter leur petite vie, mais tout ce que ça peut être. Et voilà, ils avaient envie de faire aussi Phèdre. Je dis, on peut arriver, en partant de l'élève, de ses intérêts, de tout ce qu'on voudra, à l'amener à la littérature. Par contre, moi, à l'école, alors vraiment Phèdre et tout ça, on a voulu me le faire dire, j'ai jamais pu. Hein, j'ai découvert le théâtre en allant au TNP. Mais alors, au lycée, le dégoût. Et ça, c'est grave. L'école, aujourd'hui, elle dégoûte les enfants de la plupart des belles choses. Finkielkraut peut dire ce qu'il veut, ça dégoûte de la littérature. D'où je terminerai, j'ai toujours été réticent à l'éducation sexuelle à l'école, parce que si c'est comme pour tout le reste, ils vont être complètement dégoûtés, les gosses, de ça. Ah, encore. Bon, voilà, j'ai terminé. Merci. Non, non, gardez le micro. Vous m'avez coupé la parole. Non, je voulais ça. Non, non, juste. Visiblement, bon, vous avez fait aimer l'école, notamment au lycée de Saint-Nazaire. J'ai envie de dire, même si c'est pas forcément vos mêmes critères, vous parliez du bac. Est-ce que les lycéens qui passaient par Saint-Nazaire avaient des meilleurs résultats au bac que des lycéens normaux, entre guillemets? Le premier recteur, quand on a créé le lycée de Saint-Nazaire, quand je discutais avec Savary et tout, il m'a dit « Gabi, surtout pas passe à un lycée, on va t'emmerder avec le bac ».
appelle ça centre de formation, centre, et pendant longtemps on appelait ça centre expérimental. Notre chose c'était de redonner confiance aux enfants, d'avoir envie de rentrer dans le savoir, etc. Mais c'est vrai que des gosses qui avaient décroché depuis 2, 3, 4 ans, le programme du bac, il y a même eu des bagarres au lycée puisqu'on décidait des ateliers, il y a eu des bagarres entre ceux qui voulaient absolument préparer le bac, tous ne l'auront pas, puis ceux qui disaient, mais vous nous emmerdez avec ça, il y a d'autres choses dans la vie importantes qu'on veut savoir, et donc quels sont les ateliers où on préparait vraiment au bac et d'autres, c'est un problème. Alors, ce que je peux dire, on n'a fait de mal à aucun gosse, on n'a pas tiré toujours tous les gosses de là où ils venaient. Il y en a qui venaient de loin, hein, pour les problèmes de cam, pour les problèmes de tout. La justice nous envoyait si vous voulez bien le prendre, il a dealé dans le truc. Oui, on prend, on va discuter avec toi, on va faire. C'est vrai que nous n'avons pas des résultats au bac qui sont fantastiques, mais on en a d'autres. Un jeune est venu, il était en horticulture. Hein. Il a appris qu'il y avait un lycée où on pouvait rentrer sans être orienté. Il est venu. Lui, il a pu préparer l'examen spécial d'entrée à l'université. C'est autre chose, c'est sur 3 matières, hein, c'est pas un truc. Il a été reçu, il a fait capacité en droit. Avec ça, il a eu le droit de passer le concours de conseiller d'éducation. Il a été un certain nombre d'années conseiller. Et je reçois un coup de fil, merci Gabi. Ben, j'ai dit, pourquoi tu me dis merci? Non. Ben, j'ai été reçu au concours de chef d'établissement. Et il est chef d'établissement. Il était orienté en horticulture. Alors, pour moi, c'est mieux que le résultat au bac. C'est une carrière. On a plein de gens qui sont rentrés dans des écoles d'éducateurs, qui sont rentrés à l'école d'infirmière. À l'époque, il ne fallait pas le bac, hein, mais alors, j'ai eu des résultats de l'école d'infirmière, des mecs qui disaient qu'est-ce qu'ils sont emmerdants, ils veulent toujours savoir pourquoi et comment, pourquoi on fait comme ça. Ah, il faut qu'ils appliquent, hein, on leur dit, bref. On a en gros réussi à ce que tous reprennent confiance en eux. Voilà, ils font quelque chose. Alors maintenant, ils me téléphonent, Gabi, qu'est-ce que je fais de mon gosse? Où est-ce qu'il y a une école qui peut? C'est épouvantable. Putain, qu'est-ce que j'ai dû emmerder ma mère? Je me rends compte quand moi j'étais à cet âge-là. Voilà, c'est ça, les réussites du lycée expérimental. Non, le critère, c'est pas le bac. Ceux qui veulent et qui peuvent, il faut qu'ils puissent le préparer. Hein, et on a toujours tout fait pour qu'ils puissent. Mais non, les 3/4 des élèves n'avaient pas envie de le préparer. Alors certains se présentaient quand même, ça. Ils avaient envie de faire autre chose. Et on a un élève, par exemple, pour bien montrer ce que c'est envie de faire autre chose, qui a préparé son bac, qu'il a eu, qui était un très bon élève, et qui dit maintenant je reviens une année au lycée, et enfin je pourrais faire les choses intéressantes que j'ai pas pu faire l'année d'avant parce que je préparais mon bac. Ceux qui connaissent, qui est de la maison, Alain Savary n'était pas de la maison, c'était pas un enseignant, c'était un homme extraordinaire, ouvert, écoutant. Hein, et il nous a donné carte blanche. Carte blanche. On lui a dit on ne vous fera pas un projet. On veut faire le projet avec ceux qui viendront, les élèves qui ont décroché de l'école et à qui l'école ne convenait plus telle qu'elle était. Et avec eux on invente. Donc il nous a donné carte blanche, une équipe de 18 pédagogues, enseignants et tout. Voilà, et on a inventé avec les élèves. Bon, Vincent Payon, c'est très bien, il est de la maison, je ne suis pas sûr. Hein. Moi, les leçons de morale, les cours, parce qu'on a parlé de cours, c'est monstrueux. Alors, de toute façon, le résultat, encore une fois, ce sera tel. Si la morale est aimée par les élèves et ouverte comme les mathématiques, le français le sont aujourd'hui, ce sera une catastrophe. Il faut que l'école soit un lieu moral. L'école est un lieu sans droit. Le prof attrape l'élève, il joue le policier, il le juge, et non, il y a un élève qui fait des choses, eh bien oui, il a le droit de se défendre, on organise le truc, et on instaure le droit. Dans les classes Freinet, il y a la réunion de coopérative, on parle aussi de ce qui s'est passé entre élèves, on en discute, et on voit comment on peut résoudre le problème. C'est en vivant ensemble, en discutant des choses, en voyant, et le problème de la sanction peut se poser. Mais il est fait en commun et on n'exclut pas comme ça où le prof est celui qui fait... Voilà, ça c'est des vraies leçons de morale où on vit la morale ensemble. J'ai toujours dit, un conseil d'enfant, quand c'est le prof qui donne la parole tout le temps, ça éduque à l'obéissance. Si c'est un élève qui donne la parole, qui précise, parce qu'on ne peut pas tous parler en même temps, on éduque à la démocratie. Un élève, et voilà, on lui demande la parole, c'est lui, et même l'enseignant, s'il veut parler à cette réunion, il lève le doigt et il demande la parole à un élève qui la lui donne. Là,
c'est apprendre la démocratie, apprendre un certain nombre de choses. Votre ami Finkielkraut, justement, à ce sujet, dit qu'on a tort de considérer les enfants comme des adultes. Donc là, vous considérez un peu les enfants comme des adultes qui peuvent justement aussi évaluer le prof et se mettre, j'allais dire, à son niveau. À évaluer le prof, ils peuvent l'évaluer sur leurs critères. Ils nous emmerdent, c'est inintéressant. Il y a des facs au Canada, je crois, hein, où les profs ont pas, il sait moins que moi et je l'évalue par ses connaissances et quoi, mais ça passe ou ça passe pas, c'est ennuyeux, on comprend rien, il recommence, c'est pas plus clair, ça les élèves, ils savent très bien, hein. Alors, c'est vrai que c'est biaisé par les notes. Il était bien qu'un élève qui reçoit tout le temps des mauvaises notes, ça, les profs, ils passent un temps fou à corriger des copies, ça sert à rien. Le gosse regarde la note, elle est bonne, il est content, elle est mauvaise, le bouffon, il m'a encore saqué, mais il ne regarde pas pourquoi, où c'est. Donc le prof a passé des heures à corriger une copie, l'élève ne regardera pas les corrections. On corrige en classe, ensemble. Qu'est-ce que tu as trouvé ça? Mais non, c'est pas ça. Ben, c'est quoi alors, monsieur? On fait au tableau. C'est comme ça. Hein? Et dans les petites classes, encore une fois, le mouvement freinait, il y avait des fichiers autocorrectifs, il y a l'exercice, et on va chercher la correction, on regarde si c'est juste ou pas. Et on va voir le maître quand on ne comprend pas pourquoi on a fait comme ça et que c'est pas juste. Mais voilà, c'est tout ça, il faut apprendre à l'élève à... Et c'est pas un adulte fini, c'est un être humain qui se forme, et un être humain qui se forme, il n'a pas à attendre 21 ans, non, pardon, j'oublie, c'est ma génération, 18 ans, pour avoir le droit de juger, voilà, on lui apprend, on l'apprend aussi à juger les choses, et ça se fait petit à petit. D'accord, merci. Mais ne me parlez pas de Finkielkraut, ça me donne des mots partout. Françoise Cartron, vous vouliez réagir un peu au long propos de Gabriel Cohn-Bendit? Non, je voulais réagir par rapport aussi à la question que vous m'avez posée. Bon, il y a un nouveau ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Et justement, bon, j'avais dit les mesures d'urgence, mais hier soir, nous avons fini la discussion budgétaire au Sénat sur le vote des emplois d'avenir professeurs. Et ça rejoint ce que vous avez dit. Que vont être les emplois d'avenir professeurs? C'est-à-dire que le constat a été fait, ce que vous aviez dit, qu'il n'y a plus non plus de mixité et d'hétérogénéité dans le corps enseignant. Et en particulier, il n'y a plus de jeunes des quartiers ou de milieux sociaux défavorisés qui se destinent au métier d'enseignant. Pourquoi? Parce qu'avec la masterisation, on a élevé le niveau pour après passer le concours pour entrer dans l'enseignement. Les enfants de milieux défavorisés, ils arrêtent avant, parce qu'il n'y a pas les moyens, et donc en licence 2, en licence 3, ils trouvent autre chose et ils s'en vont. Donc ce qu'a voulu faire Vincent Peillon pour reconstituer ce vivier, qui n'est pas du pré-recrutement, parce que ça va être, c'est sûr, la motivation, et 2, avant de passer au bout de 2 ans ou 3 ans, le concours d'entrée dans le métier d'enseignant, ils vont pendant 2 ou 3 ans aller s'imprégner de la réalité éducative des jeunes. Et Gabi Cohn-Bendit disait il faudrait qu'ils fassent tous une colo, mais là par exemple ils vont pouvoir aller dans les ateliers de l'aménagement du temps de l'enfant, lorsque ça va se mettre en place. Pour cela, ils vont être accompagnés financièrement, c'est-à-dire que ces jeunes de milieux défavorisés vont avoir un accompagnement à hauteur de 900 €. Ils vont pouvoir poursuivre leurs études jusqu'au niveau master, puisque c'est là le niveau pour devenir enseignant. Mais avant, ils vont connaître la réalité de ce que sont ces jeunes hors cadre scolaire. Parce qu'ils vont être affectés dans des écoles, mais pas pour être à côté du prof dans le face-à-face, pour tout ce qui sont ces activités, et en particulier hors temps scolaire, qui permettent de découvrir le jeune avec ses appétences, ses manières d'appréhender, ses difficultés, ses problèmes, ses angoisses. Et tout cela, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. On vise dès le mois de novembre, puis ça va se mettre en place 8000 jeunes, et ça va monter en puissance là sur les 3 ans. Et je crois que ça c'est une vraie mesure pour réalimenter le vivier autrement. Donc si on donnait comme critère, tu as envie d'aller dans le 93, oui, 100 points, tu passes avant tous ceux qui ne veulent pas aller dans le 93. C'est un critère, envie d'aller là où c'est difficile.
C'est une façon de recruter Donc des enseignants. l'idée de Gabi Cohn-Bendit d'envoyer les professeurs dans les colonies de vacances, ça vous paraît pas si absurde que ça alors? Pas du tout. Mais pas du tout, je trouve ça. Mais je suis sûre que c'est pas absurde non plus pour Vincent Fillon. Il a beau être très formaté et très d'humilité. Non, 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 il a cette ouverture. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut connaître ce qu'est la réalité d'un enfant, comment ils sont construits, comment il réagit. C'est pas dans le... et je crois que s'il y a beaucoup de jeunes qui se sont destinés au métier d'enseignant, bon, beaucoup par défaut au niveau du master, ils faisaient ça parce que autre chose n'avait pas marché. Lorsqu'ils sont arrivés en phase de jeunes, mais c'était la terre inconnue. Et alors quand c'était un petit peu difficile, ils ont paniqué. C'est pour ça qu'on a eu tant de démissions et qu'on est aujourd'hui avec un vivier totalement asséché, parce qu'ils sont arrivés sur une autre planète. Ils sortaient de l'université où ils sont de très bons, en général, étudiants. Ils avaient eu leur master de physique ou de maths. Et tout d'un coup, si on les propulse, parce qu'en général, comme ils sont jeunes et nouveaux, on les a mis dans les établissements, voilà, comme il dit, où personne ne veut aller. Voilà. Donc là, ils sont arrivés dans la jungle. Ils n'avaient aucune arme. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que je viens faire? Mais finalement, parce que c'est un peu compliqué, parce que les jeunes, justement, qui débutent, on les envoie dans les établissements compliqués, et par contre les professeurs les plus anciens, on pourrait penser qu'ils sont plus armés pour justement aller dans ce genre d'établissement, ils disent attendez, moi c'est bon, hein, j'ai déjà donné, maintenant je veux des classes tranquilles entre guillemets. Donc c'est un peu ça aussi qu'il faut changer selon vous? Ah oui. Ah oui, oui, alors là c'est un vrai chantier, c'est le système de barème et d'affectation. Ça, c'est vrai. Alors ça pourrait être comme disait Marie Durubella pour autre chose, ça pourrait être par tirage au sort, alors pourquoi pas, non? Ah, alors là, je pense que le ministre est courageux, mais je pense que là, ça serait intrépide. Hein. Voilà, on va essayer de mettre des critères qui puissent être un peu plus partagés. Mais moi, je me demande, parce qu'on nous dit aussi que la carrière d'enseignant, à un moment, elle plafonne, il n'y a plus d'espoir. Est-ce qu'on ne peut pas inventer une bonification pour ces gens qui sont là en fin de carrière, au niveau de la carrière telle qu'elle est construite dans l'éducation nationale, et dire, bah écoutez, voilà, vous retournez dans un établissement de ZEP ou autre, et vous aurez une bonification indiciaire, peut-être. Alors, j'aime pas trop, non mais j'aime pas trop, parce que on va mettre bien sûr des avantages, entre guillemets, des carottes, que ça devrait être naturel, mais on n'est pas dans le monde pur et parfait. Si on leur demande, ça fait 30 ans qu'on laisse le naturel faire, il n'y en a aucun qui y va. Non, en ZEP, tu as des primes, et ils vont des gens pour la prime, et ils ont des trucs indiciaires, et ils peuvent aller plus vite dans le petit collège qu'ils rêvent en étant passés par la ZEP. Mais ils s'en foutent de la ZEP, on peut rien faire avec ces gosses-là, etc. Il y en a qui se passent toute leur carrière en ZEP, donc tous les avantages de points, d'indices, etc., ça joue pas, puisqu'ils restent tout le temps là. Oui, non, mais ça c'est sûr. Il faut trouver des volontaires. Moi, je vous trouve des gens qui sont en fin de carrière, en milieu de carrière, en équipe, qui sont prêts à aller en collège, avec des jeunes qui sont avec des adultes qui ont envie de faire ça. Parce que tout seul, c'est sûr, c'est pas possible. Et on est un certain nombre. Mais individuellement comme ça, aller en collège, aller faire le Zorro tout seul face aux rigolos, non. Mais en équipe, on peut inventer des choses. Oui, puis il faut travailler autrement, leur donner la possibilité de travailler autrement. Ça, c'est sûr. Parfait. Alors, ça fait... Juste rapidement, non, je pense que quelles que soient après les améliorations que je trouve très intéressantes dans la formation des profs, il faut se demander, c'est peut-être une question un peu tabou, qui doit enseigner? Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait que des profs formés à l'aune d'une discipline qui fassent de l'éducation, si on veut vraiment faire de l'éducation et que les élèves éventuellement soient heureux? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres adultes qui devraient intervenir? Et bon, par exemple, quand on demande aux profs de faire de l'orientation professionnelle, en général, ils ne savent pas et c'est normal. Donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ou parler, je ne sais pas, de la sexualité justement, etc. Pourquoi un licencié en physique serait... Bon, donc il faut se poser cette question et peut-être qu'il faut ouvrir beaucoup et se poser la question de qui doit enseigner. Qu'on ne pose pas beaucoup. Oui, mais peut-être que... pardon, mais après on donne la parole à Seb. Enseigner, justement Françoise Cartron disait, ça ne se fait pas naturellement. Il faut aussi que ceux qui aillent dans le système éducatif qui doivent enseigner soient formés quand même. Parce mais que absolument. Moi je ne peux pas demain me déclarer enseignant quand même. Bien entendu, mais on ne fait pas que apprendre des savoirs à l'école. Il y a aussi d'autres choses. On réfléchit par exemple à son futur. Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier? Comment s'organiser? Enfin, je sais pas, comment une fille va interagir avec des garçons, etc. Toutes ces questions-là de vie, d'adulte,
il n'y a pas besoin d'être un disciplinaire pour le faire. Donc il faudrait, à mon avis, se poser cette question. Mais je pense que d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est peut-être le seul bémol que j'apporterai, puisqu'on a parlé de Vincent Payon. Il ne faudrait peut-être pas qu'il y ait que des enseignants qui soient ministres de l'Éducation, parce que après, voilà. Donc c'est peut-être un problème. Ça a été salarié. C'est la politique. Oui. Très bien. Oui, oui, mais on a eu Châtel qui n'était pas non plus de l'enseignement, et c'était pas une vraie réussite. Hein. Bien. On parle depuis près d'une heure, presque une heure à la tribune. Je suis sûr que dans la salle, il y a beaucoup de réactions, de questions à ce qui a été dit. Alors, juste, hein, je rappelle ce que j'ai dit en premier. Ça serait bien que les personnes qui veulent poser une question se présentent rapidement et puis posent une question, fassent une intervention, mais la plus concise possible, de façon à ce que le plus de monde puisse parler. Qui se lance en premier? Daniel Chazla, je suis, pour revenir à ce que disait tout à l'heure notre ami Gabi, donc je suis membre de l'Institut coopératif de l'école moderne pédagogie Freinet. Et pour revenir à ce que disait Françoise Cartron, dire ici et devant les personnes qui sont là que le mouvement Freinet existe toujours, bien entendu, qu'il existe un groupe départemental en Gironde, dont mon voisin fait également partie, retraité, professeur de lycée aussi. Donc ça existe encore, les écoles continuent de fonctionner, ce que tu nous as décrit du fonctionnement est encore le même dans les écoles. Nos élèves viennent dans ma classe quelquefois le samedi matin, et je veux dire, ça me pose. Donc ça existe, on a eu l'occasion de parler aussi quelquefois avec Jean-François de ce genre de choses. Insistons bien, ça existe, et s'il y a des commissions qui s'occupent de ça, je crois que le mouvement Freinet, l'ICEM, doit être entendu, je crois, au niveau du gouvernement. Il y est dans la conseil. Il y est, j'ai vu effectivement des commentaires qui ont été faits, donc remercier effectivement ce que j'ai entendu de part et d'autre. Voilà, je passe la parole. C'est formidable. Alors, monsieur. Oui, bonjour, je suis actuellement membre du CDD et je suis enseignement proviseur adjoint de lycée pendant quelques années sur la région. La question que je me pose, que je vous poserai, c'est la question du sens de l'école. Il a été beaucoup de questions, en particulier dans l'introduction, que si les élèves ne s'y retrouvaient pas, c'est parce que l'école ne faisait pas sens pour eux. Je me demande si on pourrait pas dire la même chose des enseignants. Parce que dans l'article que j'ai lu dans Sud-Ouest ce matin, où évidemment vous êtes très critique, je trouve que c'est une critique qui finalement renvoie au comportement individuel, visiblement. Bon, je pense que l'enseignant, il est dans un contexte d'une société, il n'est pas, je ne voudrais pas faire de la sociologie de commerce, hein, mais il n'est pas forcément libre complètement de la manière dont il va fonctionner. Moi, je me demande si la difficulté de trouver les enseignants n'est pas aussi parce que l'école, à l'heure actuelle, ne fait plus sens. Vous voulez répondre? Il y a une chose qui apparaît, les enseignants voient bien que selon les notes qu'ils donnent et les diplômes qu'ils délivrent, les élèves vont être placés différemment dans la hiérarchie sociale. Donc ça, déjà, il y a une sorte de culpabilisation latente, hein, et qui peut leur paraître d'autant plus injuste qu'en France, on n'a jamais de seconde chance. C'est-à-dire, il y a le diplôme qu'on a passé à 18 ou 20 ans, et puis après, donc j'imagine qu'un enseignant qui rencontre dans la rue, ça m'est arrivé d'ailleurs, je sais pas, une jeune fille qui est caissière dans un magasin, on se dit, bah oui, elle est là parce qu'à l'école, ça n'allait pas bien, mais peut-être qu'elle aurait pu, etc. Donc, il y a quand même je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la force des relations entre le diplôme et ce qu'on devient dans une société où les positions sont très inégales en termes d'avantages de tous ordres, hein, qui vont avec, ça doit quand même interpeller, me semble-t-il, les enseignants. Donc c'est vrai que la situation est assez différente quand on préparait des élèves au certificat d'études. Les élèves du village, on voyait que ce qu'ils apprenaient, on voyait le sens que ça avait immédiatement. Là, les études se sont allongées, donc on apprend pour maîtriser ce qu'on fera l'année d'après. Et l'année d'après, ben, on les aura plus sous les yeux. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine absurdité dans cette course en avant pour maîtriser ce qu'on fera l'année d'après. Et comme tous les élèves n'iront pas tous à Polytechnique, il y en a beaucoup qui vont, voilà, on va les semer en route et on les retrouvera effectivement caissiers ou caissières quand on ira faire ses courses, quoi. Voilà.
Non, enfin rien de plus. Je crois que les enseignants se rendent compte au quotidien de l'inadéquation du collège et du système qui grandit de jour en jour entre élèves, enseignants. Je crois que la structure est totalement inadaptée, qu'ils s'en rendent compte au quotidien, qu'ils le véhiculent quand il y a des profs nouveaux qui arrivent, et que c'est ce qui explique pour partie, je veux dire, la désaffection. La structure est tellement obsolète qui devient difficile d'enseigner. Voilà. C'est pour ça que la position de Fickenkraut est une position débile à mon sens. Ça me rappelle la position d'Ardan Dupic et du colonel Grandmaison au début de la Première Guerre mondiale, qui disait la guerre à outrance, il disait plus ça saigne, mieux c'est, et qui donc s'enfonçait dans les lignes adverses. C'est comme ça que l'armée française a perdu un tiers des effectifs en 1914. Je crois qu'il faut s'adapter. On peut pas simplement rester sur une forme historique obsolète, qui est une forme qui est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale, la forme du cours magistral. Avant la Deuxième Guerre mondiale notamment, on est tout de même sur un temps scolaire où la part des cours est inférieure au temps de l'étude. D'accord ? Aujourd'hui, plus l'enseignement s'est démocratisé, plus l'enseignement est devenu frontal. Il n'y a pas une explication rationnelle à ça, et je crois que l'intérêt de la révolution numérique qui arrive, c'est qu'on va peut-être arriver à retrouver des formes d'enseignement qui étaient des formes d'enseignement précédentes et qui fonctionnaient mieux. Comme le disait le rapport Prost en 1984, au-delà de 4 heures de cours frontal dans la journée, on est dans une escroquerie parce qu'on sait très bien, et vous le vivez au quotidien, que si vous êtes 8 heures dans un colloque, vous ne tenez pas les 8 heures. Pour les élèves, c'est pareil. Donc je crois que c'est la forme scolaire qui est inadéquate, que l'écart grandit, d'autant plus avec les nouvelles générations, et qu'il faut bouger ça. Donc la désaffection au niveau moi, me paraît venir de ce sentiment qui aujourd'hui est prééminent. Par exemple, à votre niveau de proviseur de collège, quelle est votre marge de manœuvre par rapport à ce constat que vous faites? Comment vous pouvez justement... faire bouger les lignes, si je puis dire. Je parlerai en présence donc de l'ancien collègue. Moi, j'ai pas de carotte, pas de bâton. C'est-à-dire, je suis face à un groupe d'enseignants. Ça se fait sur la base du bénévolat. C'est-à-dire, quand on convoque une réunion, je veux dire, ne vient qui veut finalement, puisqu'on est sur cette base-là. Donc, comme les gens ont une conscience professionnelle la plupart du temps, ils viennent, mais rien n'est institutionnalisé. Et je crois que le véritable problème à l'heure actuelle, c'est l'absence de courage, moi j'allais dire des politiques, puisqu'on sait depuis 25 ans qu'il faut bouger le statut des enseignants. C'est Alain Savary qui a commencé en 1980 à proposer cette idée. Je crois qu'après il y a eu une succession de reculs, et on est aujourd'hui sur un système aussi en termes de temps de service enseignant qui est totalement obsolète, qui nous démarque d'ailleurs de la plupart des pays européens, et qu'on n'arrive pas à faire bouger. Tant qu'on n'aura pas bougé ce statut de l'enseignant, tant qu'on n'aura pas prévu des tâches que de toute manière pour beaucoup d'entre eux déjà ils font, on restera sur cette structure obsolète avec ce millefeuille qui est apparu à la fin du 19e siècle, des 8 heures de cours par jour, 8 fois 1 heure, qui ne correspond à rien. Voilà. Madame. Mais vous voulez parler, monsieur ou Non, mais vous posez une question et puis... En fait, j'en avais 3. Bon, une seule, j'hésite entre Gabi ou Madame la sénatrice. Bon, allez, je vais faire les deux, allez, les deux. Je vais faire la troisième. Bon, Gabi, je te laisse en crescendo. À tout de suite. Madame la sénatrice. Comment faire? Rassurez-moi, vous êtes bien du coin, hein? Ah, j'ai été enseignante 20 ans à côté en ZEP à Lormont. Non, en tant que sénatrice. Ah oui, de Gironde. Ah, parce qu'une sénatrice, elle est du département. Merci de me rassurer. Voilà, mais j'ai enseigné ici à côté à Lormont. Je vous ai entendu, j'ai même kiffé, comme disaient les Jones. Je vais juste vous poser une question toute simplette. Oui. Moi, je vais me relire quand même. Comment faire en sorte d'éradiquer les deux types de scolarité, c'est-à-dire faire en sorte que on soit aussi bien à Neuilly qu'au 4000. Et Gabi, j'arrive, je peux, s'il te plaît, te tutoyer? Oui. Et après, tu me signes un petit truc pour Météo. Ok. Comment généraliser votre trip utopique? Et j'en ai fini, parce que j'en avais 2, apparemment. Hasta la vista. Ah non, répondez-moi d'abord. Merci. Alors, Françoise Cartron d'abord. Comment faire, voilà, que... En gros, il y a la même école à Neuilly que chez ma soeur au 4000. Qu'au 4000. C'est le vrai problème. Alors, comme a dit Gabi, il va falloir qu'il y ait des enseignants motivés qui aillent
au 4000. Non, voilà. À la limite, je ne sais même pas s'il y a besoin d'enseignants à Neuilly, enfin bon. Bon, donc, mais en tout cas, je dis qu'au 4000, il faut qu'il y ait des enseignants motivés, qui ne pensent pas qu'ils sont là parachutés dans une espèce de réserve d'Indiens. Mais c'est une réserve. Non mais... Bon. Et donc, parce que je crois que ce que sentent les jeunes quand un prof arrive, c'est s'il y a de l'empathie, s'il le respecte et s'il a envie de leur donner à la fois la parole, la motivation et puis susciter l'envie, parce que c'est ça, c'est donner envie à l'école d'y faire des choses, d'y rester et d'y revenir. Madame la sénatrice, pourquoi Neuilly on Attendez. arrive des fois au 4000? Mais au Neuilly, mais au Neuilly, alors, après... C'est l'argent, c'est non. Non. Le problème, ce qui a été dit aussi, c'est que notre système scolaire fait qu'aux différences sociales, dans d'autres pays, justement, un bon système scolaire permet de réduire les inégalités sociales. Parce que dans tous les pays... Excusez-moi, madame la sénatrice. Attendez, s'il vous plaît, non, juste, parce qu'après il y a d'autres personnes qui veulent parler. Excusez-moi, madame la sénatrice. En Australie, on est d'accord. Mais quand on envoie un mec de Montpellier ou une tchotte de Strasbourg ou de Dunkerque, au 4000, qui a 20 ans, elle est prof, elle arrive dans la jungle. Oui. Et à Neuilly, c'est pas le cas. Comment faire arrêter ce massacre? C'était ça ma question. Veuillez me répondre, s'il vous plaît. Eh bien, veuillez vous répondre. Je pense qu'il va falloir l'accompagner, parce que, alors, il y a tout ça, si elle n'a pas été formée, si elle ne sait pas où elle arrive, si elle est parachutée. Et si elle regarde TFM, c'est pire. Bon, voilà. Donc, si, tel que c'est fait aujourd'hui, parfois fin août, elle ne sait même pas que dans 8 jours, elle sera au 4000 avec un poste. Donc, elle n'aura même pas eu le temps de se préparer, d'intégrer. Voilà. Donc, mais c'est tout à refonder. C'est bien ce que je dis. Merci. Monsieur Gabi, répondez-moi. Allez, monsieur Gabi. Alors, moi je pense qu'il y a le problème des débouchés et du métier. Mais on peut être bien dans une école, travailler, même si on sait qu'après, ça va être compliqué, ça va être difficile. C'est deux choses différentes à mon avis. Hein, et qu'il ne faut pas dire « Ah ouais, mais les gosses, ils n'ont pas d'avenir et c'est donc qu'à l'école. » Ils peuvent se passionner pour l'école si on fait des choses avec eux. Si on leur donne envie. D'une part, on leur donne envie. Si on part avec eux en classe de mer, en classe de neige, parce que ils partent pas en vacances, etc. Parce que je voudrais dire un mot là sur les vacances. Les vacances, juillet, août, septembre, ont été créées en France par un deal avec les paysans. Parce qu'à cette époque, jamais les paysans n'auraient accepté que les gosses aillent à l'école. Il y avait les travaux des champs. Et donc, aujourd'hui, 1% de la population active est paysanne. Les enseignants et leurs enfants partent toujours en vacances. Juillet, août, c'est beau, la Costa Brava, etc. Les gosses des milieux populaires tournent en rond dans les quartiers. Il n'y a pas... Ouais. Oui, attends. Oui, non, je suis d'accord, je te dis, je trouve ça scandaleux, il faut revenir sur les vacances. Alors maintenant, moi je pense qu'on est un certain nombre de gens qui sont prêts à passer le deal dans les quartiers difficiles. On y va. Des retraités sont prêts à donner un coup de main à des profs volontaires. On y intègre là des jeunes qui n'ont pas l'habitude, mais ils savent qu'ils seront épaulés par un certain nombre de pédagogues qui ont le temps. Et je vais vous dire, pour la jeune fille qui vient, allez, ça va peut-être choquer des gens, c'est évident qu'une jeune et jolie diplômée, le master, qui arrive au 4000, toute pimpante et haute, il va y avoir un Mouloud ou un Henri qui a redoublé, etc., qui va la provoquer, y compris sur les trucs sexuels. Il se lèvera, il dira « Madame, tu veux bien me sucer ?» Au lieu de dire « dehors », il ne dira pas tout de suite, etc. Si elle sait qu'elle peut se trouver devant ces situations et qu'elle répond « Écoute, Mouloud, si tu dis toujours ces trucs-là devant tout le monde, voilà. Mais dans certains quartiers, il y a plus de Mouloud qu'Alain. Bon, écoute-moi, si tu veux parler, si tu dis toujours ça comme ça, l'emporte-pièce, ça m'étonne qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui te fasse ça. Moi, c'est mon copain qui me fait ça, dit ça dans le creux de l'oreille quand on est bien. Si vous voulez qu'on parle de ces choses-là, on va le faire, garçon-fille, séparés comme vous voulez. Mais à des moments précis. Maintenant, on se met au boulot. La classe se met au boulot. Et à la récré, les gars, la meuf, elle te l'a mouché, Mouloud. Il est resté comme un con.
ben voilà, c'est tout. Au lieu d'avoir être choqué, on sait qu'il va y avoir de l'agression, on se prépare à cette agression, mais pour ça, il faut avoir envie d'aller là-bas, d'abord, hein, et donc, après, on résout les problèmes. Alors, monsieur, s'il vous plaît, vous avez parlé, il y en a d'autres qui veulent parler, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est bon. Allez, ça va. Attends. Oui, j'ai pas répondu, elle est à 30 secondes, mais après tu laisses tout le monde. Voilà. Généraliser la chose, je pense que ça va être généralisé, très difficile, d'où mes doutes sur la refondation du système éducatif. Hein? Je pense qu'on est un certain nombre à être d'accord pour le refonder. On va là où c'est le plus difficile, et là, la tâche d'huile, ça va se faire quand on saura que dans des collèges d'endroits difficiles, sans mixité, ça se passe bien, il n'y a plus de raquettes. La récré, c'est une folie. Pourquoi envoyer 600 élèves en même temps à la récré, pendant un quart d'heure, ils mettent 5 minutes à descendre, à se bousculant dans l'escalier, 5 minutes à remonter, ils ont à peine 10 minutes dans une cour où ils y vont à tour de rôle, on met les classes 2 et 2 classes 2, pourquoi tous en même temps? Voilà. Et ceux qui ne veulent pas aller en récré, ils restent dans la classe, ils respirent, on arrête le cours. Ce truc de la récré qui est excitant, quand on descend, quand on remonte, on se bouscule, on est plus énervé après la récré qu'avant. Bon, il y a plein de choses à régler. Voilà, voilà. Non, ça va. Si vous voulez, on en reparlera à la fin, mais il faut laisser parler. Ça va. Non, c'est bon. Excusez-moi d'être ch'ti. J'aimerais... Oui, d'accord. D'accord. Ouais, merci. Allez, Géraldine Rabier, puis après... Voilà, je voudrais m'adresser d'abord à M. Cohn-Bendit, et... Non, mais ensuite il y aurait une ouverture pour une autre personne, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est pour faire part d'abord d'un petit témoignage. Alors là, on parle beaucoup des quartiers, on parle... j'ai l'impression qu'on parle du mal-être dans les quartiers, on n'est plus dans l'école. Donc voilà, moi je suis Emmanuel, je m'appelle Emmanuel, je suis enseignant dans une école élémentaire à Senan. Et j'ai été motivé pour faire ce métier, je suis allé dans le 94, donc j'ai pas eu les 100 points de bonus, mais si je l'ai fait, non justement, si je l'ai fait, c'était pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui sont motivés pour le faire ici, c'était plus facile d'avoir le concours là-haut, je l'avoue, et j'avais mon BAFA, je savais ce que c'était des enfants, donc j'ai commencé à enseigner dans une cité à Arcueil, c'est dans la banlieue parisienne, et il y avait des enfants difficiles, mais il y avait une super équipe, et on s'y plaisait, on aimait l'école, voilà. Les enfants, il y avait des crises, ils avaient leurs problèmes de quartier, de vie de quartier, mais on aimait l'école. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de Neuilly, enfin ça pourrait être Codéran pour ceux qui connaissent Bordeaux. Être enseignant, par contre, c'est pas aussi simple. Moi, ce qui me gêne maintenant, parce que je voudrais aimer l'école, mais je n'y arrive plus, c'est à cause de la reconnaissance. Et si je suis à Neuilly, moi je pense que je me sentirais comme un serviteur, moins que rien. Vous voyez. Et pour on parlait de vivier maintenant, recruter des enseignants. On en parlait à une réunion syndicale il n'y a pas longtemps. Entre nous, on aime l'école, on voudrait l'aimer, mais on n'a même pas envie de conseiller à nos proches de faire ce métier, puisque avec tout l'investissement que ça nous demande, dans nos familles, on se fait tirer les cheveux parce qu'on passe trop de temps sur nos préparations, sur nos... C'est pas l'Afghanistan, non, c'est vrai. Non, mais c'est pas les enfants le problème. Pardon, je parle personnellement. C'est ce système de classement, de ce qu'on nous demande, toutes ces réformes-là qui nous ont amenés, enfin qui m'amènent moi aujourd'hui, à pas faire le métier que je pensais faire. En voyant, j'avais un père instituteur et je sentais qu'il ne vivait pas ce métier de cette façon. Et donc, pour en revenir au tout début du débat, quand M. Boulagnan a dit il faut un changement, je voudrais savoir quel changement il appelait. Il disait il faut un changement immédiat, mais voilà, vers quel changement il faut. Merci. Okay. Changement de formation des profs. Bon, à travers Clistène qu'on avait bâti il y a quelques années, nous on a fait des propositions concrètes de changement. Je crois qu'aujourd'hui en plus avec le numérique, le changement il faut qu'il soit à plusieurs niveaux. Mais le changement, il faut que ce soit dans la formation des profs, d'accord? On est tout de même le seul pays qui a assuré, et encore les dernières années c'est plus le cas, qui a assuré une formation presque uniquement disciplinaire,
D'accord, ça nous distingue de la plupart des pays européens. Il y a une professionnalité, il faut l'acquérir, c'est pas magique, d'accord. Après, sur le fondement de l'école, il faut bouger, moi j'allais dire presque la totalité de la chose, bouger au niveau de l'organisation, au niveau de la pédagogie, au niveau de l'éducatif, d'accord. Une fois qu'on a dit ça, je peux vous renvoyer aussi de Clistène, parce que je crois qu'on y a mis nos idées principalement avec Géraldine, et que c'est une des propositions concrètes qu'on fait. Il y en a d'autres, il y en a eu d'autres des propositions concrètes, hein, mais il y a urgence, en tout cas, à bouger les choses. La structure est totalement inadaptée. Voilà, inadaptée aux connaissances, inadaptée à l'évolution des connaissances, inadaptée aux enfants qu'on accueille, et inadaptée à un travail enseignant en équipe. Et je crois que la notion dont vous avez parlé tout à l'heure, là où vous étiez dans le 94, vous avez insisté sur quelque chose qui était la notion d'équipe. À l'heure actuelle, il y a un état d'atonie totale, il n'y a pas d'équipe. Et la difficulté, elle est là. Mais moi, je ne crois à la création d'équipe que si la création institutionnelle du temps pour permettre aux équipes de se réunir. Voilà, on n'est pas sur du bénévolat, on est sur de l'institutionnel. Ce qu'on voulait faire à Clistène, et on a été freiné là-dessus, c'est que tout ce temps-là, tout ce temps enseignant, il doit faire partie du temps de travail. C'est pour ça que l'absence de courage politique depuis 25 ans, relayée par celle du SNES, et ça je ne me ferai pas des amis dans la salle, c'est le principal syndicat enseignant, c'est une absence de courage sur l'évolution du statut de l'enseignant. Voilà, et je crois que c'est ça la condition sine qua non du changement. Bouger le statut enseignant et bouger totalement l'organisation. Voilà. Madame, attendez, je vous donne la parole, juste un mot de Françoise Carton, je vous donne la parole. Je complète sur bouger l'organisation. Là, on est arrivé au point, puisque vous l'avez entendu, Vincent Peillon veut refonder les rythmes, ce qu'on appelle les rythmes scolaires. Alors, il y a plusieurs constats. Aujourd'hui, ce qui a été dit, c'est le pays où les enfants ont le moins de jours de classe. 140 contre 180, la moyenne dans les autres pays. Ils ont 40 jours de classe de moins. Et ils apprennent, ils ont des programmes qui sont encore plus chargés. Alors vous avez le temps dans l'année, qui est déjà mal fait. Après vous venez, comment c'est réparti dans l'année, comment c'est réparti dans la semaine. Nous avons la semaine de 4 jours, où tout le monde le sait, c'est une aberration. Parce qu'on est passé de la semaine de 5 jours, de 4 jours, de 5 jours, de 5 jours et demi, et on n'a pas allégé les programmes. On en fait autant en 4 jours. Et puis, il y a la journée scolaire. Et la journée scolaire aussi, avec les devoirs qu'on donne après l'école, enfin, tout ça interdit aux primaires. Et que les enseignants continuent à donner. Parce qu'aussi les parents les demandent. Ils savent dire non aux parents pour d'autres choses. Bon, donc voilà. Donc là, on a un chantier norme. Dans ce qu'a dit Vincent Peillon, il souhaite qu'à la rentrée 2013, le changement soit là. Ça va pas être facile d'augmenter les jours de classe dans l'année, d'augmenter le nombre de jours de classe dans la semaine et de changer la répartition horaire. Madame, oui. Vous avez pris beaucoup de notes. Allô, oui. C'est bon. Alors, oui, moi je voulais dire qu'il me semble que... D'abord, pardon, qui êtes-vous, madame? Ah, pardon, je suis Annie Serre, je suis directrice d'école à Bordeaux, dans un quartier pas facile. Et lequel? Le quartier des Capucins, Saint-Michel, voilà. Voilà. Et je suis aussi syndicaliste, voilà. Donc, je voulais dire qu'il me semble qu'il y a un peu qu'il y a des oubliés quand on parle d'aimer l'école, et ce sont les parents. Et je pense que voilà, le rapport des parents à l'école, le vécu qu'ils ont eu eux-mêmes de l'école, a des incidences assez fortes sur comment ça se passe pour leurs enfants, et qu'il y a tout un travail à faire et qui se fait, des tas de choses intéressantes. Je pense qu'au-delà de sites expérimentaux, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent dans les écoles, et que malheureusement, on ne les mutualise pas. Donc voilà, ça c'est vraiment très dommage. Donc, pour dire qu'effectivement, on a vraiment besoin d'un temps institutionnel de travail en équipe. On voit bien que quand les équipes arrivent à travailler, ben, on a des progrès énormes, y compris par exemple sur la prévention de la violence. Voilà, donc dire aussi qu'au niveau de la refondation, ben, moi je suis un petit peu amère, parce que j'ai participé donc, au niveau académique à la concertation, notamment sur le décrochage, et le fait est que je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de collègues associés et que ça ne se soit pas passé un peu plus dans la durée. Alors au niveau des
des annonces, notamment la scolarisation, par exemple, des moins de 3 ans. Je trouve que c'est une très bonne chose. Je suis en maternelle, hein. Mais je pense que ça ne peut pas être dans les conditions que nous y avions il y a 20 ans. Je pense que ça veut dire avec moins d'effectifs, des bonnes conditions d'accueil pour les enfants. Donc ça doit être réfléchi. On ne peut pas revenir comme ça à une scolarisation des tout-petits avec 30 élèves par classe. C'est pas possible. Voilà. Donc pour tout ça, il va falloir aussi refaire toute une formation parce que les enseignants d'aujourd'hui, les jeunes, ben, ils savent plus ce que c'est qu'accueillir un enfant de moins de 3 ans. Donc là aussi, puisons aussi sur tout ce qui a pu se faire dans les classes et franchement, ça a été extraordinaire au niveau des tout-petits. Pardon, je veux juste rajouter un mot sur la mutualisation. Oui, sur la question de l'absence de mutualisation. Il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été faites dans plusieurs villes de France, y compris à Bordeaux, dans des écoles à la fois maternelles, primaires, sur des ateliers de philosophie, et qui sont faits avec des personnes extérieures, souvent bénévoles, plus les enseignants. C'est des choses qui marchent super bien et qui marchent très très bien dans plusieurs villes de France. Et là-dessus, il n'y a précisément aucune mutualisation. La question, c'est pourquoi. Ouais, ça, on a quelques idées là-dessus. Bon, en tout cas, moi, le micro, Jean-François Boulagnon. Le micro. Mais vous m'entendez oui, mais c'est important pour enregistrer. Ah, pour l'enregistrement, d'accord. Non, enfin pour moi le problème de la mutualisation, il vient vraiment du manque d'ouverture de l'éducation nationale et du fait du manque de regard extérieur. Je suis content que Marie Durubella soit là ce soir. Je crois que le vrai problème de l'innovation et des expérimentations, c'est une véritable évaluation externe de l'éducation nationale et pas du corps d'inspecteurs. C'est vraiment, la plupart des pays européens ont supprimé les corps d'inspecteurs. Je crois qu'il y a un vrai nœud là aussi. L'Espagne, la Suède, l'Angleterre, ils ont tous fait sauter ce nœud. Et moi, je milite pour ça. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à des choses sérieuses. C'est-à-dire l'évaluation, c'est des gens extérieurs, c'est des gens qui ont des compétences, Marie Durubella en a, et c'est des gens comme ça qui peuvent apprécier finalement avec leur regard, la distanciation de leur regard, qui peuvent apprécier, je veux dire, et nous faire progresser, voilà. Alors après, les outils, on les connaît, je dirais, mais il faut absolument qu'il y ait ce regard extérieur, qu'il y ait cette ouverture, que le nœud de l'inspection saute. Voilà, pour moi, il est là le problème. Oui, bien sûr, il y a eu plusieurs tentatives en France de monter des dispositifs, il y a eu des institutions pour évaluer et cumuler les innovations, et chaque fois on s'est quand même heurté à ce qui est très français, l'inspection générale qui sait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui pensent qu'ils savent ce qu'il faut faire, et donc ce qu'on peut dire de l'extérieur ne les intéresse pas. Il y a toujours, ah ben oui, mais moi j'ai vu des classes et je peux vous dire que c'est comme ça, point final. Donc on a quand même ce problème. Alors il y a quand même aussi parfois des réticences des enseignants à voir des gens extérieurs qui regardent ce qui se fait effectivement. Hein. Il n'y a qu'à voir les débats qu'il y a autour des évaluations, elles ne sont jamais parfaites, etc. Mais elles sont souvent aussi rejetées parce que personne n'aime être évalué. Donc il y a quand même aussi ça. Oui, moi je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que vous disiez tout à l'heure, Françoise Cartron. Il me semble, moi, qu'il va falloir avoir un énorme courage politique pour bouger la carte scolaire que vous connaissez bien. Pour prendre un exemple local, prenons le quartier du collège du Grand Parc et Cassignol, d'un côté des CSP défavorisés, de l'autre côté des CSP ultra favorisés. Moi, ma sœur a démissionné de l'éducation nationale après 10 ans d'enseignement, après avoir été à Cassignol. Elle s'y trouvait très bien finalement, si ce n'est qu'elle ne cautionnait pas le système. Bon, elle a fait de la ZEP avant, peut-être s'y trouvait-elle mieux, même. Et elle trouvait même peut-être encore plus difficile d'être enseignante à Cassignol, parce qu'il y avait une telle exigence parentale. Bref, mais c'est un autre débat. Pour prendre ces deux établissements scolaires, c'est un monde, c'est un univers, il y a un gap entre les deux. Vous regardez comment sont lookés les gamins d'un côté et de l'autre, la façon dont les enseignants perçoivent leur métier au prisme de... Enfin, l'identité professionnelle est complètement différente dans les lieux. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un jour la capacité de dire on va prendre ces deux établissements scolaires et on va mixer? Et pourquoi on ne ferait pas 2 ans 6e, 5e à Cassignol et puis 2 ans 4e, 3e au Grand Parc? Mais quel bonheur d'avoir des gamins, des fils d'ouvriers qui apportent leur richesse et qui discutent avec des enfants de profs et de médecins. Et c'est ça l'avenir, c'est ça notre société. Et il va falloir que les enseignants, enfin que les politiques un jour osent en France faire en sorte qu'on sorte de cet apartheid scolaire qui est une véritable honte. Il y a plein de règles. Je ne décrète pas. Tout le monde ne pourra pas parler, je suis désolé.
Bonjour, alors moi c'est Bénédicte Bercy, je suis enseignante dans une école privée d'art. Que des enseignants. Voilà, mais j'ai fait des vacations en LEP, en collège, bien avant pendant mes études, et je me demandais quelle était la légitimité de muter les jeunes enseignants à l'autre bout de la France, alors qu'il y a aussi, enfin voilà, si on veut les envoyer dans des endroits plus, je ne sais pas pourquoi, les jeunes enseignants on les envoie dans les endroits les plus difficiles, entre guillemets, mais moi je sais que j'ai bossé en LEP, voilà, quand j'avais 21 ans, en collège, en lycée, c'est pas du tout le même métier, mais moi ce qui m'a un petit peu découragée, alors que j'étais prête à bosser dans des endroits dits difficiles en équipe, et là je suis d'accord, il faut vraiment être ensemble, parce que je remplaçais que des profs dépressifs, hein, mais j'ai pas continué dans l'optique éducation nationale parce que je devais me retrouver mutée à 500 km de chez moi, et ça c'est déstabilisant. Alors on peut voilà, avoir envie de bosser dans des endroits difficiles, mais pourquoi nous envoyer, alors je sais pas, quand on est instit, on nous mute pas à 800 km, et je pense que ça décourage aussi beaucoup de jeunes enseignants parce qu'ils vont faire quelques années là-bas, ils attendent de revenir, donc ils s'investissent pas en fait du tout dans l'espace. Merci pour ce témoignage. Il y a un jeune garçon là, c'est ça qui veut... Non mais il y a un élève, pour une fois qu'il y a un élève qui veut parler, laissons parler un élève. Bonjour, donc je suis élève au collège Ozone et j'aimerais savoir quand va-t-il y avoir ce changement dont vous parlez depuis le début de l'école. C'est vous la politique. Ah oui, donc j'ai entendu, parce qu'aussi le changement, tu vois, je t'ai dit, il y a déjà ça c'est pas, mais je vais l'appeler comme ça pour qu'on comprenne mieux, ce pré-recrutement des emplois d'avenir professeurs. Ça change. Désormais, on va, et justement dans les académies qui sont déficitaires, on va essayer d'aller trouver des jeunes défavorisés qu'on va pouvoir accompagner, enfin, de milieux sociaux défavorisés, pour lesquels on va apporter l'accompagnement pour qu'ils puissent mener à bien leurs études et après devenir professeurs. Ça, c'est un premier changement. Deuxième changement, normalement, je t'ai dit, à la rentrée 2013, normalement, il devrait y avoir la refonte. Alors, on va voir les réactions parce que vous allez le percevoir très vite dès que l'annonce va être faite sur l'année scolaire allongée. Vous savez que vous dites ça devant un journaliste. Hein. Oui, mais... Vous êtes consciente de vos responsabilités? Je suis consciente. Alors, parce que certes, les politiques, le courage, le machin, bon, il y a aussi que, et moi je le vois pour fréquenter de près Vincent Peillon, certes il est politique, il est ministre. Mais enfin, il est arrivé à la tête de l'éducation nationale, où il y a les inspecteurs généraux à tous les étages et qui n'ont pas changé depuis 30 ans. Et alors eux, bon, pour l'instant, il faut changer les logiciels, hein, mais ils ne les ont pas changés. Vincent Peillon me donnait comme exemple, il a demandé un rapport à ses inspecteurs généraux en disant, voilà, faites-moi un rapport où je peux mettre 1000 profs pour changer les choses, 1000 enseignants pour changer les choses. Et il leur avait dit, la priorité aux primaires. Voilà. Ils ont mis 1 mois et demi pour prendre un rapport où ils lui ont mis 1000 profs que dans le secondaire. Voilà. Alors il a déchiré le rapport et on est reparti pour 1 mois et demi. Donc il y a cette réalité. Donc on dit les politiques, oui, mais on a ça. Et puis après il y a tous les groupes de pression. Alors c'est vrai qu'on va avoir dans la rue les parents d'élèves, le monde du tourisme, les enseignants, voilà. Et après on vous dit, ah mais le politique, vous en faites qu'à votre idée, vous n'écoutez pas la rue et le peuple. Alors voilà. Alors ce qu'il faut, c'est pour ça que je crois que la méthode, il faut essayer d'abord de partager le débat, de partager le constat et de trouver un certain nombre de propositions qui font consensus. Parfois, il faut peut-être rajouter 3 mois de plus, mais en fait, de toute manière, oui, non. Il ne faut pas finir le quinquennat avec l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Allez, on se donne encore un petit quart d'heure. Au fond, madame. Alors, moi, je m'appelle Camille, j'ai passé mon bac en juin. Et je voulais vous demander si vous ne pensez pas que les inégalités doivent se régler plutôt dans les petites classes. Parce que arriver au collège, pour moi, c'est beaucoup trop tard. Puisque arriver au collège, il y a une partie de la classe qui est à la traîne, l'autre partie qui a envie d'avancer,
Et finalement, on n'arrive pas à s'entendre et la mauvaise ambiance se crée à ce moment-là parce que il y a les élèves qui sont derrière qui pensent que nous, on les juge parce qu'on a envie d'aller plus vite et vice-versa. Donc pour moi, les inégalités scolaires doivent se régler dès la petite école et pas arriver au collège, c'est beaucoup trop tard. Qui répond? Le collège de Neuilly ou de Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que même dès l'entrée au CP, on a des inégalités dès l'entrée au CP, et ce qu'on observe, c'est qu'elles ne sont pas comblées, et même dès la maternelle, parce que les familles évoluent dans des conditions de vie très inégales. Donc ça, on le sait parfaitement. Il faudrait vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que, écoutant pour une fois la recherche, hein, le ministre a décidé de mettre le paquet sur la maternelle et le primaire, hein, plutôt qu'au niveau ultérieur. Alors, je voudrais ajouter, je profite lâchement que j'ai la parole, pour revenir sur la question de la mixité sociale, parce que la mixité sociale, c'est un peu un serpent de mer, on dit pourquoi on ne mélange pas, etc. C'est vrai qu'on gagnerait à mélanger davantage, parce qu'on sait que les élèves, entre eux, s'apprennent beaucoup de choses, hein, ils n'apprennent pas qu'au contact des maîtres, hein. Donc des élèves de milieux différents et dotés de ressources et de goûts différents, ça prendrait des choses. Pourquoi on n'y arrive pas? On n'y arrive pas à cause de cet esprit de compétition qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que les parents de milieux aisés veulent se réserver ce qui leur apparaît comme des conditions plus favorables pour que leurs enfants excellent. Donc c'est ce climat qui est vraiment délétère, hein, et qui fait que chacun veut tirer ses marrons du feu et n'accepte pas ce moment pour les collèges, où au contraire le collège étant le lieu où tout le monde est là, ça devrait être vraiment en priorité là où on vise la mixité sociale. C'est là la refondation. Alors attendez, oui. Allez, deux dernières questions. Monsieur, et puis après, madame, là, qui est au bord. Là. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Je m'appelle monsieur Kelonana. Je suis chercheur en éducation. J'ai deux préoccupations. La première est de l'ordre sémantique. Et la deuxième, c'est une petite trajectoire qui me permettrait de vous poser une question, vous tous. La première est d'ordre sémantique parce que le sujet, c'est peut-on aimer l'école? Alors, mon problème, c'est il y a le verbe aimer. Monsieur, pardon, moi, mon problème, c'est qu'on a un temps limité. Donc, s'il vous plaît, posez votre question. Je pose donc la question, s'il vous plaît. Donc, peut-on aimer l'école? Comme j'ai dit que c'est un problème d'ordre sémantique, je voulais savoir de quel amour et de quelle école allons-nous parler ce soir. Bon, comme vous ne voulez pas que je décrive, vous allez vous débrouiller à répondre. Voilà. Donc, de quel amour et de quelle école allons-nous parler? Parce que aimer, c'est beaucoup de choses pour moi, et l'école, c'est une institution qui a un problème. Lorsque je vous pose la deuxième question, dans toutes les sociétés, il y a plusieurs sortes d'écoles. Et vous allez me dire laquelle la France a choisi. Il y a l'école du comment, c'est-à-dire cette école qui est de l'institution. Et l'institution telle qu'elle vous a été léguée, telle qu'elle a été léguée par tel ministre, et telle que les ministres suivent sans se ressembler, chacun voulant entrer dans l'histoire pour porter une loi à l'Assemblée qui porte son nom. Donc, dans toute société, il y a l'école du comment. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, il y a l'école du pourquoi. L'école du pourquoi, un monsieur en a parlé tout à l'heure, c'est l'école qui tire tout son sens du sens que les sociétés donnent à l'histoire. L'histoire de la France aujourd'hui, qui commence en France et va dans les colonies, je voudrais savoir si c'est cette école-là dont vous parlez, l'école du pourquoi. Une école qui permet à l'école de se réconcilier avec sa société et à la société de se réconcilier avec son école. D'accord. La dernière partie, c'est l'école du malgré tout. Il n'y en a que 3 écoles. Oui, il y a 3. Non, il y a l'école du malgré tout. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, comme l'école française peine à savoir si elle est l'école du comment ou elle est l'école du pourquoi, est-ce qu'elle est dans l'école du malgré tout, c'est-à-dire l'école du dépit? Je crois que si, en jouant avec les mots, si je sais de quoi je parle, si on s'entend sur ces 3 écoles-là, on sortira d'ici et ensuite de quel amour nous parlons ce soir et de quelle école voulons-nous pour nos enfants. Qui le sait? Je vous remercie. Gabriel Cohn-Bendit. Bon, ça me paraît difficile de... Quel amour? Je veux dire, bon, ma conception de l'amour à moi, multiples et variés, les amours variés, je tombe amoureux une fois par semaine. Et bon, et je vis avec une femme depuis 56 ans. Ce
qui ne m'empêche pas de tomber amoureux une fois par semaine. Bon, ça ne marche pas toujours d'ailleurs, mais ça marche de temps en temps. Non, je ne veux pas rigoler sur l'amour. C'est vrai qu'avoir, être bien, avoir envie d'y aller, savoir qu'on y fait des choses intéressantes, qu'on a surmonté un certain nombre de difficultés, c'est ça, aimer l'école. Or, je sais que des tas d'enseignants vont à l'école la peur au ventre, à reculons. C'est terrible. Alors 15 heures de cours à reculons, ou 18 heures, oui, non mais les agrégés 14 heures, bon, à reculons, ou 35, 40 heures, on a fait des présences, nous, au lycée expérimental, je ne vous dis pas comment, en disant on fait un boulot fantastique, bah moi je préfère travailler 40 heures, 50 heures, sans crainte, sans peur, c'est avec passion, etc. Bon, moi c'est ça aimer l'école. Les gosses aiment, ils aiment être en groupe, ils aiment être entre eux, s'ils font des choses valables. Moi j'étais dans une classe unique, petit, hein, c'est là que j'ai appris l'amour de l'école. Il y avait le journal, il y avait le truc. Attends, moi j'écoutais ce que faisaient les grands, hein, je rentrais à la maison, je dis... Napoléon a battu, je sais pas quoi, les uns, ou un truc comme ça. Je mélangeais un petit peu tout. Hein, bon. Mais c'était une passion, il faisait le journal. Je voulais, moi aussi, écrire dans le journal. Apprendre à écrire, c'est avoir envie. Donc moi j'étais bien, c'était une classe de 45 ou 50. Le maître était là, il était content d'y être, nous on était contents d'y être, qu'on arrête, puisque le monsieur est sans doute d'origine africaine, je travaille surtout en Afrique, il y a des classes de 120. C'est comme ça. Je veux dire, même à 120, on peut trouver une meilleure façon de faire, et c'est pas en faisant des cours sur le complément d'objet indirect ou sur l'accord du participe avec avoir que j'ai entendu dans des CM en Afrique à une petite classe qui comprenait à moitié le français, qu'on fait avancer les choses. Mais on peut, même à 100, même à 120, organiser les choses qui soient mieux qu'une autre façon. Alors il vaut mieux qu'il y en ait moins. Mais cette bagarre sur le nombre, hein, quand en France on me dit au 21e élève, on ne peut plus rien faire en classe, et moi je tourne en Afrique et je ne sais même pas, dans une classe rentre tout un groupe scolaire, hein, de trucs. Il faut inventer à chaque fois, et il y a des meilleurs. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui de la richesse pour pouvoir mettre des enseignants partout? Combien d'élèves? Bon, Piketty avait, pour le nombre d'élèves, dit qu'on peut rajouter 3-4 élèves dans les écoles de centre-ville, ça ne se verra pas, et enlever 2-3 élèves dans... Bon, alors ça veut dire, c'est pas 21 élèves partout. En centre-livre, on peut être 25-26. C'est homogène, etc. Dernière question. Si tu peux obliger une école de centre-ville d'accueillir un certain nombre d'enfants des quartiers, ça c'est obligatoire. Obliger des gens du centre-ville à mettre leurs enfants dans les quartiers, je ne sais pas si tu fais une bonne chose, tu n'y arriveras pas, ils le mettront ailleurs. Si les gosses se font racketter là-bas, c'est pas facile. D'abord, réglons le problème au niveau du quartier avec les élèves qui y sont. Si des enseignants étaient obligés de passer 1 jour ou 2 jours dans un logement dans le quartier, ils ont leur logement ailleurs, mais ils sont là, les familles peuvent venir les trouver. À tour de rôle, hein, c'est un logement que donne la municipalité pour les enseignants. Ça changerait, ils sont dans le quartier. Je ne leur demande pas d'habiter tout le temps, eux aussi ils habitent ailleurs. Bon, c'est ça. Je ne crois pas que par la violence, on force les gens à pouvoir faire. Mais si dans une école, je vous dis Vitruve, ça se passe tellement bien que les bobos veulent envoyer leurs gosses là-haut. Faisons qu'une école de quartier soit tellement bien que, bah oui, des gens aient envie d'y mettre. Et c'est ce pari-là qu'il faut prendre. Partout, c'est le plus difficile. Nous nous mobilisons. Ce n'est pas la majorité des écoles, c'est un certain nombre d'écoles. Et si on réussit ça, alors la refondation d'écoles dans les autres quartiers, ce sera très facile à faire. Merci. Allez, Madame, dernière question. Oui, c'est d'autant plus important que il y a beaucoup d'enfants aussi qui ne relèvent pas de Neuilly, qui ne relèvent pas des 4000, qui n'ont pas la possibilité, à part de la carte géographique, 2 exemples plus proches sur Bordeaux, Cassignol et le Grand Parc. Il y a des enfants qui ne relèvent pas du Grand Parc, des enfants qui ne relèvent pas de Cassignol. Et des enfants qui auraient besoin d'aller sereinement à l'école, sans que leurs parents soient élitistes, sans que leurs parents non plus les laissent, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix peut-être, livrés à eux-mêmes.
Il y a des parents qui éduquent leurs enfants ni dans ce sens ni dans l'autre. Et ces enfants-là, hélas, ils ne trouvent plus à ce jour leur place parce qu'il n'y a pas d'établissement qui leur convient. Et la seule solution qui est proposée, c'est le privé. Où est cette école de la République? Et il faut en plus payer. Voilà. Ça, et cela, on en parle peu, on n'en parle pas. Et c'est dommage parce qu'on parlait des vacances aussi. Et ce sont aussi ces mêmes enfants qui, eux, partiront de moins en moins et partent de moins en moins en vacances parce qu'ils n'ont ni les bons CAF, ni la maison au Cap Ferré. Voilà. Bien, merci. Et merci monsieur l'instituteur aussi, parce que grâce à vous, quand on n'a pas accès non plus à la culture, parce que tout se déroule le mercredi après-midi, et qu'on travaille tous les jours, et qu'il y en a souvent aussi beaucoup de familles monoparentales, et que la seule chose qui reste, c'est des spectacles à la patinoire le samedi soir. Eh ben, merci messieurs les instituteurs et les institutrices, d'amener pendant le temps de classe nos enfants au conservatoire, nos enfants aux pièces de théâtre. Merci aussi quand vous aimez la musique de leur faire partager ça. Voilà. Merci pour tout ça. Quand vous partez avec eux en classe verte, en classe de neige, qui savent ce que c'est que de pouvoir être sur des skis et de vivre une vie en collectivité, dans un cadre sécurisant. Merci et continuez à le faire. On a besoin de Je vais enchaîner avec les remerciements. Je vais d'abord... Fabienne Brugère va conclure. Je voulais d'abord, avant de lui donner la parole, vous remercier les 4 intervenants. Je crois que le débat a tenu ses promesses. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout et d'avoir participé. Et Fabienne Brugère, vous concluez. Je voudrais vraiment remercier le Rocher de Palmer, la mairie de Senon, donc le maire de Senon, et puis terminer par 2 petites phrases de Victor Hugo. Il y en a une dans les Misérables, c'est Jean Valjean qui dit « La première sainteté, c'est s'occuper des autres ». Et je crois qu'effectivement, ce qui est dur avec l'école, c'est que être professeur, être enseignant, c'est s'occuper des autres, et c'est quelque chose de particulièrement difficile. Puis j'aimerais rappeler cette 2e phrase qu'on attribue à Victor Hugo, qui est de formulation un peu différente, mais je donnerai de façon un peu choc, c'est que ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et ça, c'est beaucoup. Merci.